Comment redonner des couleurs et de la vie à nos territoires, qui luttent contre la chaleur et la pollution? Comment répondre à un besoin de plus de nature? Vous pouvez agir. Et agir... On va démarrer. Démarrer comme ça pour respecter à peu près le timing. Bonjour mesdames et messieurs, et merci de votre présence. Je m'appelle Henri Weil et je suis l'animateur de ce débat. Quelques mots en guise de présentation. Dans son discours en 2017 aux forces de sécurité, le président de la République avait défini la police de sécurité du quotidien qui, je cite, vise à replacer le service du citoyen au cœur du métier de gendarme et de policier. En même temps, il déplorait l'image de l'impuissance publique face aux petits délits, aux nuisances et également aux incivilités. Situation du quotidien, du coin de la rue et que beaucoup d'entre vous connaissent. Autrement dit, l'impuissance des autorités et des maires. Alors, affronter ces mots, mais avec quels outils nouveaux et efficaces? Si la stratégie de prévention de la délinquance attend une suite, le projet de loi Engagement et proximité a été adopté récemment par le Sénat. Il entre cette semaine en séance à l'Assemblée nationale. Le titre 2, consacré au renforcement des pouvoirs du maire, était passé jusqu'ici, ou jusqu'au cœur de l'été, relativement inaperçu, mais le décès du maire de Signes, dans le Var, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le 5 août dernier, eh bien, il n'est plus inaperçu. Le 13 août, la commission des lois de la Haute Assemblée a lancé une consultation
en lien avec l'Association des maires de France, auprès de vous, maires, conseillers, adjoints. 3812 élus de la France métropolitaine et d'outre-mer y ont répondu. 92% ont expliqué avoir été victimes d'injures, d'incivilités, de menaces, et pour 152, de menaces de mort, et également d'agressions physiques pour 14%. 21% ont déposé des plaintes qui ont abouti à une condamnation des fautifs. Un dernier chiffre, 80% des élus estiment ne pas avoir reçu d'assistance de l'État et déplorent l'insuffisance de leurs moyens de contrainte. La commission des lois du Sénat a adopté il y a peu 12 propositions pour mieux accompagner et protéger les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense que nous en parlerons tout à l'heure. Ce forum tournera autour de 2 séquences. La première, la réaffirmation de la place et du rôle des maires en matière de prévention. Et la seconde, tranquillité publique, quelles évolutions pour les pouvoirs de police du maire. Le forum sera présidé par Christian Estrosi, maire de Nice, président de la commission consultative des polices municipales. Merci, monsieur, de votre présence. Et nous attendons Nathalie Kunders, qui ne va pas tarder, première adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de la métropole. Nos autres invités, Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, dans le département du Rhône, Kevin Devel, maire de Vignat, cela est une commune située dans le Calvados, chef d'escadron Marie Poquet, commandant la compagnie de Falaise, c'est-à-dire dans la même circonscription où se situe Vignat, il y a 8 km entre les deux villes. Et puis Frédéric Pechnard, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de la sécurité et de l'aide aux victimes. Et vous avez été, monsieur, tout le monde le sait, directeur général de la police nationale. Première question, donc, puisque vous êtes coprésident, à vous, monsieur Estrosi. La sécurité publique, disait-on naguère dans un postulat, à l'État, la tranquillité aux maires. Est-il, ce postulat, toujours d'actualité ? Bien, d'abord, bonjour à tous. Et je suis bien sûr heureux de partager ce temps d'échange avec mes collègues maires qui sont ici, avec Frédéric Pechnard, qui a été un grand directeur général de la police nationale, avec lequel j'ai eu à travailler aussi, et qui nous amène à un débat où forcément débat sécurité, tranquillité publique, le postulat entre l'État et les communes et le rôle de chacun a pris une autre dimension aujourd'hui. Je suis un peu embêté parce que je tourne le dos à certains, donc je vais essayer de me contorsionner pour faire face un peu à tous. Nous relevons tous que nous sommes confrontés à une évolution de la société où les comportements de manière exponentielle sont de plus en plus violents, de plus en plus intolérants, de plus en plus irrespectueux. Et donc, ce qui pouvait être un débat à peu près apaisé, il y a encore quelques années de cela, entre... Bonjour Nathalie, qui partage avec moi d'ailleurs, puisqu'elle représente le maire de Dijon, à la Commission nationale des polices municipales, nous voyons bien qu'aujourd'hui il est d'une autre nature. Moi j'ai beaucoup aimé, au fond, l'expression du président de la République. Je ne dis pas les décisions du gouvernement ni du président, mais son regard sur les choses. Lorsque, que ce soit en matière de terrorisme ou dans d'autres domaines, puisqu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, sécurité, tranquillité, il y a quelques années en arrière, on voit depuis qu'il y a eu, et tout le monde sait la tragédie que nous avons connue à Nice, d'autres menaces d'une autre nature qui maintenant font que c'est sur l'espace public dont nous avons la responsabilité et que nous administrons au quotidien qu'on vient tuer, qu'on vient commettre des attentats. Donc est-ce qu'on peut continuer à considérer qu'il y a l'État d'un côté, le maire de l'autre, chacun dans son domaine? Au contraire, lorsque le président de la République, au fond, dit « j'appelle au devoir de vigilance », est-ce que
les premiers à pouvoir exercer ce devoir de vigilance ne doivent pas être les maires. Je suis à la tête d'une collectivité où nous avons 15 000 salariés qui exercent 163 métiers. Est-ce que ce n'est pas, en ce qui nous concerne, le plus bel observatoire qui soit pour être des auxiliaires de l'État? Dans le domaine de l'État civil, le maire est un auxiliaire de l'État. Dans le domaine de la vigilance, dans le domaine du renseignement, dans le domaine de l'information, est-ce qu'il ne peut pas l'être et est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance? Vous parliez de la loi qui nous apporterait à chacun un statut, une protection. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui demandent plus de protection. Des menaces de mort, j'en reçois régulièrement. Mais je dis qu'à partir du moment où on accepte d'être un responsable public, on n'a pas à demander qu'on nous protège plus, nous, que le plus modeste de nos concitoyens qui lui aussi est menacé dans sa vie quotidienne. Et que notre responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, ce n'est pas d'en demander plus pour nous, c'est d'en demander plus pour eux. Mais pour en donner plus pour eux, il faut qu'on nous fasse plus confiance et qu'on nous donne plus de moyens pour agir avec l'État qui, bien sûr, reste l'autorité régalienne en matière de sécurité intérieure. Et personne d'entre nous, je le pense, n'a envie de contester à l'État cette responsabilité. Mais je le redis, proposer à l'État d'être à la fois des auxiliaires pour mieux jouer notre rôle. Et puis sur ce que nous supportons de moins en moins, et vous parliez de mon collègue Jean-Michel, le maire de Signes, qui pour nous a été extrêmement mal vécu, une épreuve douloureuse, les incivilités quotidiennes qui ne cessent de monter sur les encombrants, sur les tags, sur les provocations, sur les nuisances sonores, sur l'alcoolémie, sur tout ce qui amène de plus en plus des confrontations, des provocations, des agressions, une présence de population étrangère dont nous savons qu'elle est à l'origine aussi d'un certain nombre d'initiatives qui nuisent au bien vivre ensemble dès lors qu'elles ne respectent pas un certain nombre de règles qui sont édictées, y compris sur nos règlements des parcs et jardins, de nos espaces publics, etc. Pourquoi ne pas nous donner un pouvoir de police de l'environnement, ne serait-ce que celui-là, qui nous permette de vraiment prendre des décisions et de sanctionner, de fixer des travaux d'intérêt généraux là où nous devons dépendre d'une décision judiciaire, de pouvoir avoir la possibilité de faire des rappels à l'ordre dans des domaines beaucoup plus vastes, de voir certains secteurs contraventionnels qui n'impressionnent plus personne lorsqu'on met un timbre-amende à 135 €, qui sont d'un tel niveau de provocation, être transformés en délits qui conduisent à une garde à vue, à une instruction et à une présentation devant une autorité judiciaire sur l'initiative du maire, où là, nous serions plus en mesure d'avoir entre nos mains des outils qui nous permettent de mieux protéger nos concitoyens, là où on est toujours dans le rafistolage et au fond avec des outils entre les mains qui impressionnent de moins en moins ceux qui ont envie de nuire au bien vivre en général. Merci beaucoup. Alors, je précise, vous avez évoqué les décharges que certains maires constatent venir d'une manière ou de grossir. Demain après-midi, il y aura un débat sur ce sujet lors de ce congrès des maires. Nathalie Kunders, M. Estrosi évoquait également ce problème, cette dégradation du vivre ensemble. Alors, le maire de Dijon est à l'origine dimanche avec une cinquantaine d'autres élus d'une tribune où il demande au président de la République d'agir. Une tribune publiée dans le journal du dimanche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard dû à des aléas de la SNCF. Donc effectivement, François Rebsamen, avec d'autres maires, des maires de grandes villes, mais également des maires de plus petites villes, a publié une tribune dans le journal du dimanche parce qu'il y a une forte inquiétude des élus locaux de grandes villes, mais comme de petites villes, face à la montée des incivilités, face à la montée de dégradation sur des bâtiments publics, souvent sous fond de délinquance, de trafic de stupéfiants.
Et parfois, on se sent bien seul, parce que si les maires prennent leurs responsabilités en professionnalisant leur police municipale, en augmentant leurs effectifs, je pense que dans toutes les villes, ça a été le cas ces dernières années, eh bien, on a parfois l'impression que l'État ne met pas forcément les moyens à côté. Alors moi, je trouve que le travail de la police nationale, en tout cas sur Dijon, mais également de la justice, est formidable. Mais à un moment, il manque effectivement de moyens humains. Ils ont été très impactés, c'est vrai, par les manifestations l'année dernière. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il manque des effectifs, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, et qu'en même temps, eh bien, ils ont changé leur philosophie, c'est-à-dire qu'ils sont plus sur une police d'intervention, sur une police du maintien de l'ordre, et ils font beaucoup moins de sécurité publique. D'ailleurs, c'est aussi un métier qui attire moins parmi les policiers nationaux. Et on le voit concrètement, parce qu'à un moment donné, eh bien, les élus municipaux, en matière de sécurité et de tranquillité, on est responsable de fait, c'est-à-dire que c'est nous que les citoyens viennent voir, c'est nous qui nous engueulons. Mais parfois, on n'est pas responsable de droit, c'est-à-dire que la sécurité reste un domaine régalien et on y tient, même si j'entends bien que la frontière est parfois ténue entre tranquillité publique et sécurité. Mais comme l'a dit Christian Estrosi, on souhaite vraiment que la sécurité reste du domaine régalien, mais on souhaite vraiment que l'État mette les moyens, donc en termes d'effectifs et puis également en termes de vision d'emploi, parce qu'il y a la police de sécurité du quotidien qui va dans le bon sens, mais dans les faits, on s'aperçoit que c'est quand même compliqué à mettre en place. Et puis, je parle aussi du rôle de la justice, parce qu'à un moment donné, lorsque on arrive à la police nationale, qui fait un formidable travail, arrive à attraper ces personnes qui font du trafic, qui font des rodéos, qui nous pourrissent vraiment la vie, eh bien, les délais de la justice aujourd'hui sont de 10-12 mois. Donc, à un moment donné, je pense que l'impact de la décision judiciaire, elle n'a pas de sens pour ces jeunes. Donc, il faut vraiment qu'on mette les moyens face à ces montées des incivilités qui sont quand même sous fond de trafic, beaucoup. Hélène Geoffroy, lorsqu'on interroge les élus et les professionnels de la sécurité, on a le sentiment qu'il est plus facile de lutter contre le grand banditisme que contre ces incivilités. Est-ce que vous le ressentez ? Ce qui est sûr, c'est que c'est le premier sujet de préoccupation de nos concitoyens. Donc moi, je suis maire d'une ville de banlieue, dans la métropole lyonnaise Vaux-en-Velin, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dont les habitants, en revanche, sont demandeurs de présence de police. Aujourd'hui, j'ai, comme beaucoup de maires, augmenté les effectifs de la police municipale. Je suis passée à la question de l'armement, puisque désormais les policiers de Vaux-en-Velin ont l'armement létal. On a triplé les effectifs et on se rend bien compte que même si on est inscrit dans une politique de coproduction de sécurité avec la police nationale, qui est essentielle parce qu'on a besoin d'énormément travailler ensemble, on est face à deux phénomènes très couplés et que du coup je ne découplerai pas comme vous le faites. Certes, il y a le grand banditisme qu'on voit peut-être de très loin, mais qui se traduit chez nous concrètement par du deal, du trafic de stupéfiants qui explose dans toute la métropole lyonnaise. Et je pense en France, c'est pour ça qu'il y a des annonces très fortes faites par le président de la République et dont on espère qu'elles auront des incarnations concrètes, parce qu'on est avec aujourd'hui face à des trafics si rentables et des consommateurs venus de partout, en réalité, pas forcément des quartiers populaires, qu'ils peuvent commencer à gangréner des secteurs sur lesquels nous, en tant que maire, on intervient au nom de la tranquillité publique, mais où seule la police nationale est en mesure de faire des interpellations et de démanteler des filières dont elle dit elle-même, en tout cas, la complexité, puisqu'il y a en permanence du monde volontaire pour remplacer celles et ceux qui sont arrêtés. Et puis, on a un autre sujet, peut-être, qui monte sur la question des incivilités, c'est que aujourd'hui, les personnes, les habitants, en réalité, viennent voir le maire sur toutes les formes de sujets. Entre les incivilités, c'est à la fois du problème de voisinage, des nuisances sonores, nous, des feux d'artifice tirés jusqu'à minuit, 1h du matin, dans les périodes du 14 juillet, qui empêchent les gens de dormir, des barbecues, les rodéos, on en parle beaucoup, pour lesquels la loi qui a été votée il y a un an a porté de ses fruits, même si aujourd'hui, on se rend compte que celles et ceux qui pratiquent les rodéos sauvages s'adaptent aussi.
C'est-à-dire que maintenant, tout le monde porte un casque, ce qui n'était pas le cas autrefois, pour ne pas être vu par les caméras, parce que sur notre métropole, la police et la justice ont fait un effort important. Il y a eu beaucoup de comparutions immédiates et des condamnations à de la prison, et de fait une adaptation aussitôt de ceux qui font du rodéo. Et donc, si on n'est pas dans un, comment dirais-je, dans un travail très fin et une présence très importante en réalité de la police nationale, on voit bien que pour nos concitoyens, le sentiment qui peut être généré est celui d'une forme d'impuissance. Et à partir de ce moment-là, chacun se dit comment je me défends moi-même si la puissance publique ne peut pas régler tous les problèmes. Et puis enfin, on est sur, et Christian Estrosi en parlait également, tous les sujets d'alcoolisme sur la voie publique, de chiens aussi qui reviennent à la mode de plus en plus, sans laisse, etc. Et des caractérisations aujourd'hui de chiens dangereux qui ne sont pas adaptées à celles et ceux qui maintenant se rendent juste en dessous. Donc on ne peut plus intervenir aussi aisément. Et donc finalement, on est à un moment charnière, me semble-t-il. On pourrait être finalement sur le principe de la dissuasion, parce moi je crois beaucoup à la présence de la police sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut mailler le terrain et être présent, visible. Il y a un effet dissuasif évident, je le vois depuis que j'ai augmenté les forces de police sur la ville, on y arrive, qu'on arrive en travaillant avec la police nationale à se partager aussi les tâches pour que la police nationale se concentre plus sur ce qui est son cœur de métier, sur la grande délinquance. Mais il faudrait encore beaucoup plus d'effectifs, ce qu'on va faire de notre côté, mais ce qui doit être aussi, et c'est le sens de l'appel des maires qui a été signé aussi par l'Association des maires de ville et banlieue, c'est qu'il nous faut des personnes pour assurer cette présence, continuer à déranger le temps que la justice fasse son œuvre avec la police judiciaire, enquête, interpelle, et puis mettre en prison, il faut reprendre l'espace pleinement. Commandant, les maires du Calvados attendent beaucoup de vous, sur les incivilités notamment. Et vous êtes un officier de terrain, m'ont dit certains des maires de votre circonscription. Alors, comment pouvez-vous les aider? Et cette aide est mutuelle, je présume. Oui, tout à fait. Allez-y, allez-y. Parlez près du micro, simplement. Oui, tout à fait. Moi, j'agis sur un territoire qui est en zone exclusive gendarmerie. Donc, je n'ai pas le concours de la police nationale. Il y a très peu de police municipale sur mon secteur, puisqu'on a essentiellement des communes qui sont de petite taille. La plus grosse, c'est Falaise, où il y a 9000 habitants, donc ça reste des communes très petites. Donc la coproduction de sécurité, aujourd'hui, elle se fait essentiellement entre la gendarmerie et les élus, avec les partenaires de l'institution. Donc on a notamment des forums, des réunions régulières au niveau de Falaise, avec l'Observatoire des incivilités, qui en fait réunit les directeurs d'établissement, les CCAS, les différents intervenants sociaux et notamment la gendarmerie pour trouver des solutions ensemble. Et la coproduction de sécurité, notamment sur mon secteur, se traduit par exemple avec la participation citoyenne, où on accentue davantage, on va dire, le renseignement et le partage d'informations pour nous permettre d'agir au plus près et au plus près des besoins des gens dans l'instant présent. Le maire, c'est un capteur de pouls, de la tension, de la température de la population. Mais il faut également qu'il collabore avec vous pour coproduire justement cette sécurité. Oui, tout à fait. Donc le directeur général a souhaité qu'on rencontre tous les élus du territoire une fois par semestre. C'est bien. Après, moi, je sais que je les rencontre le plus souvent possible, donc au gré des cérémonies et au gré des réunions de sécurité qu'on peut faire régulièrement sur le secteur, pour justement que ce dialogue soit le plus franc et le plus honnête possible. Parce que ce qui ennuie les concitoyens, c'est la voiture qui roule vite au moment des sorties scolaires, les parents qui se garent sur les emplacements des personnes handicapées pour aller chercher leurs enfants. C'est ces petites incivilités-là qu'effectivement, en discutant, on arrive à résoudre et en mettant au plus près du besoin les forces de la gendarmerie pour parer justement ces incivilités. Une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas par moment le sentiment de ne servir à pas de pas servir à grand-chose? Non. Je suis convaincue de notre action. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement bien recueillir le besoin et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on essaye de travailler. Après, tout n'est pas parfait, c'est certain. Mais on essaye de trouver les solutions ensemble. Et je pense que le partenariat qu'on a pu mettre ensemble fonctionne plutôt bien. Kevin Devers, vous êtes donc dans la circonscription du commandant. Qu'attendez-vous d'elle?
Donc bonjour à tous. Donc moi je suis maire d'une petite commune Vignat, moins de 300 habitants, qui représente à peu près 80% des communes de notre intercommunalité. Et nous, la gendarmerie, c'est un point important. Donc l'arrivée du chef d'escadron Poquet il y a quelques années nous a redonné du baume au cœur, hein, puisqu'on avait eu une fermeture de gendarmerie sur Morteau-Couliboeuf, qui est notre ancien chef-lieu de canton, avec un éloignement des gendarmes, certains officiers qui étaient parfois aussi moins de terrain que peut l'être le chef d'escadron. Et nous, ce qu'on veut, ce sont des gendarmes de terrain, des gendarmes qui tournent sur nos communes, qui viennent devant nos écoles, qui viennent à l'écoute de nos élus, de nos habitants, qui viennent également faire des formations pour les personnes âgées sur le démarchage frauduleux, sur ce genre de problématiques, et également qui puissent intervenir. Alors on est en milieu très rural, et nous on a une problématique sur la communauté de communes, c'est les gens du voyage, comment c'est l'installation sauvage sur des propriétés, qu'elles soient privées ou publiques, sur de la voirie, et c'est vrai qu'on attend beaucoup de nos forces de gendarmerie à ce sujet-là notamment. Et puis après, on est, différemment par rapport aux grandes métropoles, aux grandes villes, mais sur des incivilités du quotidien. Donc ce sont des tags sur le City-Stade, ce sont des vitres brisées, des insultes. Et puis, de plus en plus, même si ça sort un peu du cadre, tout ce qui va être harcèlement au milieu scolaire. Donc, alors quand je dis harcèlement, c'est harcèlement entre enfants. On a fait, nous, intervenir à la gendarmerie sur notre école pour du harcèlement entre enfants. Malheureusement, c'est en train de recommencer. Donc, il faudra de nouveau remettre le métier le taper sur le métier. Mais comment c'est important que la gendarmerie intervienne régulièrement sur nos communes pour se montrer, d'une part, montrer que les élus sont soutenus quand on vient réprimander les enfants, essayer on est plus sur une délinquance juvénile, adolescente, on va dire, malgré tout. Et puis après, sur la ville de Falaise, mais le chef d'escadron en parlera davantage, on a une problématique sur limitée, mais sur les trafics de stupéfiants. Frédéric Pechnard, comment coproduire efficacement entre élus et professionnels de la sécurité, justement, cette sécurité pour essayer de lutter ce qui empoisonne les citoyens au quotidien, ces incivilités? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je viens ici comme vice-président de la région Île-de-France. Vous le savez, les régions n'ont pas de compétences en termes de sécurité. Et d'ailleurs, sur les 13 régions, il n'y a que 3 régions où il y a un vice-président à la sécurité. Le choix qui était fait par Valérie Pécresse, c'était d'investir justement ce champ de la sécurité, bien que nous n'ayons pas de compétences directes. Donc comment faire? Eh bien, en aidant les acteurs de la sécurité. Alors d'une part, on a une convention avec l'État qui nous permet d'aider à la rénovation ou à la construction des commissariats de police, des casernes de gendarmerie. Et puis d'autre part, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici, nous avons voté dès notre élection ce qu'on a appelé le bouclier de sécurité, qui nous permet d'aider les maires. Les maires sont des acteurs essentiels de la sécurité pour nous, et nous sommes là pour aider à la fois les maires et l'État et faire un petit peu le lien aussi entre les deux. Alors concrètement, comment est-ce que nous faisons pour aider les municipalités? Eh bien, chaque fois qu'un maire souhaite s'investir dans le domaine de la sécurité, soit en créant une police municipale, soit en installant de la vidéoprotection, eh bien, nous cofinançons ces travaux. Alors, en ce qui concerne la vidéoprotection, j'ai une ligne budgétaire qui est assez importante, qui fonctionne d'ailleurs assez bien. Nous avons aidé plus de 200 communes sur les 1000 que compte l'agglomération parisienne, enfin la région Île-de-France. Nous avons cofinancé plus de 5000 caméras, à peu près 30% du prix. Donc nous demandons bien sûr le diagnostic de la sécurité fait par la police et la gendarmerie, l'autorisation préfectorale, la délibération du conseil municipal. Le maire nous fait une demande et nous cofinançons. Et d'ailleurs, demain, nous avons déjà signé une convention, mais demain, au conseil régional, nous faisons voter une convention avec un des départements, l'Essonne pour ne pas le nommer. L'Essonne a décidé systématiquement qu'à partir du moment où nous donnions une subvention de 30%, eh bien le département donnait également une subvention de 20%. C'est une deuxième aide pour les maires qui veulent s'investir dans la vidéoprotection. En ce qui concerne les polices municipales, eh bien c'est la même chose. Alors nous ne finançons pas bien sûr les salaires des policiers municipaux, mais par contre tout ce qui est investissement, nous cofinançons la construction des commissariats de police municipale, l'achat des véhicules, l'achat des gilets pare-balles, l'achat du matériel radio, etc., etc. Voilà, donc nous essayons systématiquement d'apporter l'aide aux maires, quels qu'ils soient naturellement, à partir du moment où ils ont envie de s'investir dans la sécurité. Hélène Geoffroy, vous avez également aussi beaucoup utilisé l'outil police municipale. Quand vous êtes arrivé, il y avait peu de fonctionnaires territoriaux. Ils sont passés de 7 à 32. Vous les avez armés et ils patrouillent la nuit.
Et oui, j'ai créé les brigades de nuit et je vais continuer, parce que Vaux-en-Velin est une ville de 50 000 habitants désormais, ce qui veut dire que l'effort doit continuer, y compris en termes de recrutement de policiers municipaux. J'ai créé aussi des brigades cynophiles et pour les questions des chiens et motorisées, parce qu'on se rend compte que c'est une façon de pouvoir diminuer les rodéos, c'est d'avoir aussi une brigade motorisée finalement à la main du maire, puisque la police nationale en a une un secteur bien plus vaste et qui peut faire moins d'interventions. Et donc on se rend compte au fil de l'installation de cette police municipale que nous sommes face aujourd'hui à un questionnement important que les deux animateurs présentaient bien, c'est que jusqu'où doit-on aller dans l'extension de nos pouvoirs de police, et est-ce que le danger peut-être est de ne pas au fur et à mesure reprendre tout ce qui est les compétences régaliennes. Et ça a été un des sujets de débat au conseil municipal, en disant au fur et à mesure que j'arme la police, que je lui donne des moyens supplémentaires, un poste de police, bref, et que parfois elle peut être même mieux équipée que la police nationale, qui est aussi en difficulté par certains aspects, ne risque-t-on pas de se retrouver finalement dans un travail de confusion et le maire responsable même des sujets sur lesquels il a peu d'action? Et c'est aujourd'hui, je pense, le débat dont on doit se saisir pleinement de façon la plus lucide possible, en se disant, à la fois on poursuit un travail de prévention, puisque dans le cadre de la police municipale, on a aussi le volet, l'extension de la police municipale, il y a aussi un volet prévention qui consiste à se dire comment on repère les personnes en dérive sur la frange, comment on les réintègre dans un parcours d'emploi et d'insertion, comment de la même façon on fait des rappels à l'ordre lorsqu'on observe les dysfonctionnements, notamment pour les familles avec des mineurs, tous ces sujets-là, comment on arrive à les traiter dans un même temps avec la police nationale. Parce que moi, peut-être le sujet face auquel on va se trouver, c'est au fil du temps, comment on répartit les compétences entre les deux polices, avec une police nationale qui est en train de recruter, mais qui n'a pas atteint son effectif plein, par exemple, je pense y compris sur mon territoire et sur la métropole dans son ensemble, avec des maires qui, eux, sont en train de développer leur police municipale. Enfin, sur la question, parce que la question qu'on peut légitimement se poser, est-ce que c'est une réponse utile de se dire on met des caméras, on éteint la police municipale, elle travaille la nuit, on l'arme, et c'est la question que peuvent poser légitimement les citoyens. Quand je passe d'un budget qui était de moins d'1 million d'euros de fonctionnement à près de 3 millions d'euros avec l'extension de tout ce qui est mis en place, forcément sur un budget municipal, ça pèse, sans compter le budget d'investissement, quand on met des caméras, que je multiplie aussi par 2 ou 3 les nombres de caméras sur la ville. Moi, je pense fondamentalement que ça fonctionne dans la mesure où ça permet de remettre de la présence et de répondre le plus rapidement possible à nos concitoyens dans ce qui est l'incivilité, je dirais, plus immédiate, de tranquillité au pied de l'immeuble, etc. Mais ça ne peut pas suffire à résoudre les problèmes structurels, évidemment, de trafic et de délinquance plus installés, si la police nationale n'y met pas également tous ses moyens, si elle ne patrouille pas aussi, si la police de sécurité du quotidien ne se met pas en œuvre pleinement, ce qui est une annonce d'un point de vue la plus positive possible, mais qui aujourd'hui, faute d'effectifs, n'est pas encore totalement opératoire sur nos territoires. Dans votre action, Christian Estorzi, la police municipale, historiquement, est un des pivots. Vous allez très loin, jusqu'à la reconnaissance faciale. Non, mais je crois qu'Hélène Geoffroy pose le bon débat que nous avons souvent à la Commission nationale consultative des polices municipales en présence du ministre de l'Intérieur. Nous assistons depuis un certain nombre d'années, il se trouve que la ville de Nice a été un des précurseurs, d'autres grandes villes de France comme Dijon, à un moment où je me rappelle des débats que nous avions à l'Association des maires de France, une immense majorité de maires étaient réfractaires aux polices municipales. Puis ils sont venus, et puis une immense majorité de ceux qui sont venus ont été réfractaires à ce qu'elles soient armées. Et aujourd'hui, petit à petit, nous voyons que le nombre de communes de France qui sont venues et aux polices municipales et à l'armement des polices municipales est devenu plutôt presque une généralité.
Et en même temps, on voit l'État qui se dit, au fond, c'est pas mal. On a des maires qui recrutent, qui n'hésitent pas à faire monter leur charge de fonctionnement dans un domaine de compétences qui n'est pas le leur. Et nous, on peut se désengager. J'ai aujourd'hui 380 policiers municipaux, 150 adjoints de sécurité de voie publique. Ça fait quand même un effectif conséquent, un policier pour 250 habitants. Et puis, entre la feuille d'effectifs des policiers nationaux sur ma ville et la réalité des présents, il m'en manque 80. Et j'ai beau dire au ministre de l'Intérieur, au directeur général de la police nationale, au préfet, et alors quand est-ce qu'ils viennent? Ah, peut-être qu'on va vous en trouver 20 à la prochaine sortie d'école. Et nous, qu'est-ce qui se passe dans nos comités de quartier? Ben, nos concitoyens, ils viennent, ils disent, monsieur le maire, madame le maire, on a besoin de plus de policiers municipaux. Et lorsqu'on leur explique qu'en plus les policiers municipaux que nous avons n'ont pas le même niveau de compétence, même s'ils ont le même niveau de formation que les policiers nationaux ou que les gendarmes, ils ne peuvent pas l'entendre. Et on devient à leurs yeux responsable, alors que le premier responsable, c'est l'État. Et c'est là qu'il y a un vrai débat. Est-ce qu'il est possible de continuer à concevoir, débat que nous soulevons toujours à la Commission nationale, qu'ils n'aient pas les mêmes outils de communication quand ils interpellent, sachant qu'ils ne peuvent interpeller qu'en cas de flagrant délit, contrairement à un policier national ou à un gendarme qui peut contrôler a priori, qu'ils ne puissent pas consulter directement les fichiers sans passer par un OPJ, qu'ils ne puissent pas disposer, y compris de compétences au moins d'officiers de police judiciaire adjoints, qui fait que si on interpelle en flagrant délit, on ne peut rien faire d'autre que de remettre entre les mains d'un OPJ, ce qui fait perdre au passage du temps ou aux gendarmes ou au policier national qui pourrait avoir autre chose à faire, là où le policier municipal pourrait parfaitement faire le job sur un certain nombre de délits. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui cette dichotomie, cette contradiction entre un État qui est là pour assurer sa mission régalienne, mais qui en même temps trouve un certain confort à se dégager sur nous, sans nous donner ni les compétences ni les moyens, y compris dans les conventions de coordination entre police municipale et gendarmerie, police municipale et police nationale. Donc c'est un débat qu'il nous faudrait vraiment faire évoluer, avancer. Et j'ajoute une dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est que les policiers municipaux qui sont menacés de la même manière, exposés de la même manière, nous ne pouvons pas leur accorder les mêmes avantages qu'un policier national. Ils sont de catégorie C dans la fonction publique territoriale. Ils finissent leur carrière avec un niveau de retraite extrêmement faible. Ils ne disposent pas de primes de risque. Et si vous regardez ne serait-ce qu'un pompier auquel on donne des primes de fin de mois, ces primes sont calculées dans la retraite qu'il touche. On ne nous accorde toujours pas, malgré nos revendications à la Commission nationale des polices municipales, qu'on puisse au moins intégrer dans le calcul de leur retraite les primes que nous leur donnons dans le cadre de leur mission. C'est vous dire à quel point, à un moment, ça risque d'être difficile aussi de pouvoir recruter du personnel de qualité pour remplir cette mission. Avant de donner la parole à Nathalie Kontert, Frédéric Pechinard, vous avez coutume de dire que le policier municipal, c'est aussi une cible. Oui, bien sûr, et on l'a vu. D'ailleurs, sur l'armement des polices municipales, objectivement, pour la réalisation du travail quotidien des policiers municipaux, il n'y a pas besoin d'être armé. Moi, je suis très favorable à ce que les policiers municipaux fassent leur travail, tout leur travail, rien que leur travail. Il ne faut pas absolument que les policiers municipaux soient en concurrence avec la police ou la gendarmerie, mais au contraire en complémentarité. Et ça, il faut y veiller parce que quelque chose est très important. Donc, pour la réalisation au travail du quotidien, il n'y a pas besoin d'être armé. Mais à partir du moment
où un certain nombre de terroristes ont décidé que les policiers municipaux étaient des cibles, comme les policiers nationaux, comme les gendarmes. Vous savez, il y a eu un rapport tout à fait formidable et intéressant de Fondapol sur tous les attentats terroristes de 1979 islamiques à 2019. Eh bien, il y a eu 33 000 attentats et 167 000 morts. 44% de ces morts sont des membres des forces de police dans le monde entier, police et militaires. Donc on voit bien que les policiers et les militaires sont des cibles des terroristes. Et à partir du moment où les policiers municipaux, ils sont en uniforme, ils ont marqué police dans le dos, ce sont des cibles, il était, me semble-t-il, nécessaire de les armer, ne serait-ce que pour les protéger eux-mêmes, pour qu'ils puissent se protéger. Nathalie Kunders, vous vouliez, à la suite du maire de Nice, Christian Estrosi, rajouter quelque chose? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Christian Estrosi et par Hélène Geoffroy. C'est vrai que les maires, et c'est pas facile, on professionnalise davantage nos polices municipales, on en recrute de plus en plus. D'ailleurs, il y a un peu un concours sur le marché parce que c'est de plus en plus difficile de nous recruter. Et puis, ils viennent, ils vont dans les villes, ils vont au plus offrant. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et ce que je propose éventuellement, c'est que de l'autre côté, l'État s'engage lorsque les maires font l'effort justement de recruter, augmente, double, triple parfois leur effectif, et bien qu'à côté, par rapport à la police nationale, il y ait le même effort qui soit fait. Parce qu'on s'aperçoit effectivement que les villes qui ont fait l'effort, finalement, ont moins d'effectifs. À Dijon, nous n'avons pas été choisis comme quartier de reconquête républicaine. Alors, on peut voir le côté positif, c'est qu'on n'a pas de quartier dit de non-droit, mais le côté négatif, c'est qu'aujourd'hui, même dans les sorties d'école, etc., on n'a plus personne. Donc voilà, que l'État fasse la même chose. Et peut-être aussi, parce qu'on est effectivement contraint avec nos dépenses de fonctionnement, et bien peut-être qu'à l'instar de ce qui se fait au niveau de l'Union européenne par rapport aux dépenses sur la défense, et qu'on puisse enlever du contrat de contractualisation et bien les dépenses que les maires mettent dans la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, et c'est le choix de la ville de Dijon, comme notre maire, on a fait l'effort d'augmenter nos effectifs de police municipale et on va continuer. Et bien à côté, comme on est contraint de limiter nos dépenses de fonctionnement à 1,2%, inflation comprise, et bien du coup on est forcément obligé de baisser d'autres services, de ne pas pouvoir recruter. Et je rappelle, là c'est vrai qu'on parle de la sécurité, de la tranquillité, mais il y a tout le travail en amont de prévention de la délinquance, qui est le rôle des maires, ça c'est important. Et on attend la nouvelle stratégie nationale. Avec la nouvelle stratégie de la délinquance et tout ce qu'on met dans la culture, dans le sport. Donc il ne faudrait pas que tout ce qu'on met pour augmenter et amplifier notre police municipale, et bien, ce soit au détriment d'autres secteurs qui sont très importants, parce que la vie associative, c'est le tissu, c'est là l'éducation dès le plus jeune, et nous, on est très attachés, comme les autres villes, et bien, à sanctuariser les dépenses dans la culture, dans le sport, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers de la ville, et bien, c'est ce qui contribue à notre bien vivre ensemble, et il ne faut pas lâcher là-dessus. Et c'est vrai que je ne vais pas faire de la politique politicienne, mais le fait d'avoir supprimé les contrats aidés, nous, on l'a vu dans certaines associations qui avaient vraiment un rôle social important, eh bien, ils n'ont pas pu maintenir ces emplois, et il y a également un trou dans la raquette. Et puis, je pourrais également parler de la prévention spécialisée aussi, qui est vraiment important et qui est un peu le parent pauvre en France, dans tous les départements, et je pense qu'on est en train de payer les pots cassés aujourd'hui. Dans moins de 3 minutes, je donnerai la parole à la salle au terme de cette première séquence. Mais hier, lors de la réunion des élus d'outre-mer, ceux-ci ont regretté également la suppression des emplois aidés, ce fameux trou dans la raquette. Kevin Devel, juste une petite question. Quand vous entendez Mme Kunders, donc représentant la ville de Dijon, M. Estrosi de la ville de Nice, vous vous dites finalement, n'est-ce pas des préoccupations de riches? Préoccupations de riches, non. Préoccupations de milieu urbain, puisqu'on n'a pas du tout la même physionomie, la même géographie, on n'est pas du tout concerné par les mêmes problématiques. Ces problématiques-là, on les voit par contre régulièrement dans la presse, dans les journaux, comment on y pense. On est moins concerné parce que voilà, on est loin de tout ça. On a d'autres formes d'incivilité, d'autres formes de violence. On va avoir aussi sur nos circonscriptions des personnes socialement très fragiles, donc ça entraîne aussi des violences différentes. Mais voilà, ce n'est pas des problèmes de riches, ce sont des problèmes plus urbains que l'on peut avoir à la campagne, où on va être vraiment sur certains points sur du très terre à terre, sur des problématiques de voisinage, sur, je vous disais, de la violence scolaire,
Et donc, tout ce qui est police municipale, ça nous paraît malgré tout loin. On est sur un secteur, nous, géographique, donc avec des communes qui sont éloignées les unes les autres. Une difficulté de mettre en place des polices intercommunales, comme on peut le voir sur certaines communes, ou des polices rurales, que l'on pourrait appeler par chez nous. C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais pour le moment, il n'y a pas du tout d'avancée, compte tenu vraiment de l'éloignement géographique. Et avoir un ou deux agents qui chapeautent 58 communes, même si elles ont des secteurs dédiés, c'est trop loin. Donc on fait vraiment confiance, nous, à la gendarmerie. On essaie d'entretenir ces bonnes relations, d'avoir des renforts sur la brigade de Falaise notamment, puisque c'est de celle-là dont on dépend. Mais voilà, on n'a pas les mêmes problématiques de toute façon. Une anecdote, si vous permettez, vous concernant. Votre papa, vous avez succédé à votre papa qui a effectué 3 mandats. Votre sœur est élue dans une petite commune voisine et elle va se présenter à Falaise lors de la prochaine élection municipale. Alors c'est ça, nous on est arrivé, on vient de Mantes-la-Jolie. Donc Mantes-la-Jolie, c'était autre chose que Vignat et des problématiques différentes à l'époque. Nous on est né, je suis né au Val-Fouré, donc c'était pas forcément les zones les plus tranquilles. Retour aux sources en Normandie. Mon père a fait donc 3 mandats en tant que maire et puis il a décidé de laisser passer parce qu'il n'avait plus les mêmes visions. Pour lui, les gens avaient changé. On n'était plus justement, il y avait l'incivilité, il y a plein de choses qui s'étaient développées qui n'existaient pas. J'ai succédé, donc je me suis présenté, j'ai été élu, on n'est pas en monarchie, donc je n'ai pas succédé en tant que tel. Et ma sœur, qui a été la plus jeune conseillère générale de France, parce que malheureusement, elle a fait partie des candidats suppléants dont le titulaire est décédé quelques mois après l'élection, est ensuite devenue maire d'une petite commune, la commune de Crossy, commune voisine à la mienne, et se présente à la mairie de Falaise aux prochaines élections. Et elle aura géré une police municipale, puisqu'à Falaise, ils ont un effectif de 4 policiers municipaux et un auxiliaire de sécurité. Si elle est élue. Si elle est élue. La parole à la salle, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous levez le doigt. Il y a des micros à droite et à gauche, enfin à ma droite et à ma gauche. Et vous vous présentez simplement et nous essaierons de répondre à vos questions, ou témoignages si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de main qui se lève. Alors, hier, lors de la réunion des élus, j'ai entendu, je ne sais pas s'il est dans la salle, le maire de Koumak en Nouvelle-Calédonie, qui a posé une question extrêmement intéressante. S'il était là, il pourrait la reposer, mais je ne le vois pas. Donc, il n'y a pas de questions ? Ah, c'est inhabituel. Ah, merci beaucoup. Le micro pour monsieur. C'est toujours la première question qui permet de générer les suivantes. Je vous en prie. Eh bien, bonjour. Donc, je suis Steve Bossard, maire de Billy-Berclos dans le Pas-de-Calais, donc une commune de 4600 habitants. Comme beaucoup de mes collègues, nous avons été victimes, avec les beaux jours cet été, de phénomènes de délinquance juvénile. Ça a été rappelé tout à l'heure. Moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est que lorsque le maire contacte le centre d'appel téléphonique de la police nationale, l'appel n'est pas traité comme un caractère urgent. Est-ce qu'il n'est pas possible, quand le maire téléphone, parce qu'on peut imaginer qu'il ne téléphone pas pour rien, qu'il n'appelle pas simplement parce que le voisin passe la tondeuse un dimanche à 14 Commandant, vous voulez répondre ? Mais il n'y a pas de question ou c'est... Pardon. Ah non, c'est le micro qui est défaillant. Pardon. Attendez, ne bougez pas. Je vais vous porter un micro. Excusez-moi, je croyais que c'était en forme de question. Allez-y, il fonctionne. J'espère que ce n'était pas la censure quand même. Bien. Non, la question c'était simplement, est-ce que quand le maire téléphone, l'officier de police judiciaire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un caractère d'urgence, parce qu'on peut imaginer que l'appel est réfléchi et a un caractère urgent. Voilà, c'était un peu la question. Commandant, c'était bien à vous. Merci. Alors, lorsque les appels arrivent au centre opérationnel, que ce soit, j'imagine, de la police ou de la gendarmerie, effectivement, l'opérateur doit, lui, prioriser les interventions. Donc, c'est vrai que les patrouilles sont peut-être déjà engagées sur autre chose de peut-être plus urgent ou plus grave qu'effectivement un problème de voisinage. Après, j'ai envie de dire, si vraiment c'est urgent, vous pouvez contacter directement la brigade locale ou votre gendarme référent, si vous avez ou un policier référent. Nous, en zone gendarmerie, je sais qu'en tout cas sur notre secteur, chaque commune a un gendarme référent. Ce qui fait que lorsque le maire a des difficultés très particulières, il peut prendre contact avec ce gendarme référent qui, lui, connaît très bien la commune
puisque c'est sa commune de référence. Et généralement, il connaît aussi très bien la population, ce qui permet de dénouer certaines situations. J'allais dire une seconde, non, une deuxième question, parce qu'il y en aurait bien une troisième. Y a-t-il des volontaires? Voilà. Je vous donne la parole dans une seconde. Et madame... c'est bien ça, hein? C'est une dame. Excusez-moi, avec la lumière, je ne vois pas. Je vous en prie. Oui, Stéphane Lerudulier, maire de Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, 13 000 habitants. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de Christian Estrosi, notamment sur les compétences des policiers municipaux, puisque effectivement il y a un delta assez mesurable dans le quotidien. Néanmoins, il y a un deuxième aspect, en tout cas, qu'on subit régulièrement, c'est sur la chaîne pénale, notamment sur la réponse de la délinquance juvénile. On a parfois le sentiment que même si les forces de l'ordre font parfaitement leur travail, que le sentiment d'impunité est très criant. En tout cas, la réponse pénale n'est pas du tout adaptée par rapport à l'âge du prévenu. J'entends la succession de classements sans suite d'affaires qui peuvent paraître anodines en premier lieu, mais qui, au fur et à mesure, ont un phénomène d'escalade dans la délinquance. Et on arrive parfois à des jeunes qui ont 16, 17, voire même 18 ans, qui, malheureusement, produisent des faits de délinquance qui auraient pu être bloqués bien avant si on avait une réponse pénale. Alors, on va me parler du contrat local de prévention de la délinquance. Il y a effectivement des réponses que peuvent apporter les maires. Mais moi, c'est mon premier mandat et j'étais parfois surpris, malgré les moyens qu'on a déployés, 128 caméras, 35 policiers municipaux, 10 ASVP. Et malheureusement, le fait de voir de la présence policière sur le terrain fait que ça fait baisser le taux de délinquance, mais on a toujours les mêmes multirécidivistes qui s'en prennent, alors que ça soit du mobilier urbain, mais également maintenant aux personnes, et sur lesquelles la réponse pénale est totalement, voire partiellement absente, voire totalement absente plutôt. Je ne sais pas si... C'est un témoignage, mais si vous voulez répondre d'une manière assez brève, Christian Estrosi, d'accord? Oui, c'est un problème fondamental. Parce que on a parlé jusqu'à présent des compétences, des domaines d'intervention, etc. Mais ce que notre collègue soulève là, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe au bout? Avec une police nationale ou une gendarmerie nationale qui sont très déterminés à accomplir leur métier avec engagement, avec passion, avec conviction. Des maires qui déploient des moyens importants pour renforcer les moyens de l'État, au fond. Encore une fois, je considère qu'on est plus des auxiliaires de l'État pour renforcer et mettre à leur disposition des moyens. Et derrière, des réponses judiciaires, que ce soit pour les mineurs, mais pour les majeurs aussi, qui ne sont pas à la hauteur. Avec Frédéric Pechnard, je rappelle que nous avons exercé sous des gouvernements, et notamment une présidence de la République, où on avait mis en place des peines planchées sur les multirécidivistes, où nous avions abordé le sujet de l'âge de la responsabilité pénale. Tout ça a volé en éclats au cours des années écoulées. Donc forcément, ça rend le travail des forces de police pour les mineurs beaucoup plus difficile que ça ne pouvait être le cas il y a quelques années. Et je fais partie de ceux qui réclament qu'on revienne à des peines planchées, que l'on abaisse l'âge de la responsabilité pénale à 16 ans et que les magistrats ne puissent pas s'abriter, parce qu'y compris en étant mineur, si un magistrat a la vraie volonté sur un certain nombre de délits, il pourrait prendre des mesures et des sanctions. Vous savez, je vous cite un seul exemple et qui dépasse même le problème des mineurs. On parlait de trafic de drogue dans un certain nombre de nos quartiers, qui est un fléau qui monte en puissance. Attention en ce moment. Il y a quelques années, on parlait des trafics de drogue, mais aujourd'hui, c'est un trafic de drogue d'autre nature, y compris de trafic de tabac, avec la montée du prix du tabac dans notre pays, qui devient un vrai problème. Vous avez des guetteurs dans les quartiers, puis vous avez des vendeurs qui viennent de l'extérieur et qui n'appartiennent pas au quartier,
qui sont souvent remplacés d'une semaine à l'autre pour que la police ne puisse pas avoir une faculté ou la gendarmerie d'un suivi de la filière qui soit facilité. Et dans ce quartier, il y a 15 jours de ça, alors qu'il y avait une opération de police qui était faite, les guetteurs ont signalé, puis il y a quelqu'un qui a balancé une boule de pétanque sur la tête des policiers. Bon, c'est tombé sur le capot de la voiture, c'est pas tombé sur la tête, c'est une tentative de meurtre. La police judiciaire a relevé des empreintes et on a retrouvé qui, au 13e étage, avait les mêmes empreintes que celles qui étaient sur la boule de pétanque. On est allé le chercher, on l'a présenté devant les magistrats, il est ressorti 12 heures après. Tentative de meurtre, 12 heures après, on est dehors. Je ne prends que cet exemple, mais même avec ma police municipale sur des opérations suivies dans un quartier où on a les problèmes de même nature en coordination avec la police nationale, on a fait ces 2 derniers mois 7 présentations au OPJ. Ils ont fait une demi-journée de garde à vue, ils sont rentrés chez eux. Donc qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde se tourne vers le maire, tout le monde se tourne vers la police, et je défends la police ou la gendarmerie, et derrière, tout le monde est découragé, le maire et la police à l'arrivée. Donc je pense qu'il serait temps dans notre pays que quelque part, on exige du pouvoir judiciaire de prendre les mesures nécessaires. Avant de vous donner la parole, Madame Frédérique Pechner, vous voulez dire un mot? Nathalie, tout le monde veut dire un mot. Un mot sur des sujets aussi compliqués, c'est difficile. C'est difficile, vous avez absolument. posé une excellente question. Moi, j'ai été policier pendant un peu plus de 30 ans. L'expérience que j'en retire, c'est, contrairement à ce que les gens disent, vous savez, on dit toujours la police et la gendarmerie arrêtent, les magistrats relâchent, c'est faux. La police et la gendarmerie arrêtent, les magistrats condamnent, mais le problème, c'est l'exécution de la peine. Nous avons un vrai sujet, il ne faut pas se tromper de difficulté quand on veut parler de quelque chose. Le problème qu'on a en France, c'est l'exécution de la peine, quelle que soit la peine. Les peines de prison, les peines de travaux d'intérêt généraux ou les peines d'amende. Les peines, elles doivent être justes, c'est-à-dire qu'elles doivent être équilibrées en fonction. Moi, je ne suis pas un fanatique absolu de l'emprisonnement. Parfois, sur des jeunes, le travail d'intérêt général peut être quelque chose d'excellent. Parfois, les amendes peuvent être quelque chose d'important. Encore faut-il que tout ça soit appliqué. Or, on voit bien que ce qui manque dans la chaîne pénale, le trou béant qu'on a, c'est l'application des peines. Nous n'avons pas assez de places de prison. Nous avons 60 000 places de prison pour 70 000 détenus aujourd'hui. 80 000 écrous, mais 70 000 détenus. Si vous prenez l'Angleterre, 96 000 places de prison. Si vous prenez l'Espagne, 77 000 places de prison. Donc nous n'avons pas trop de détenus, nous n'avons pas assez de places, ce qui n'est pas la même chose. Nous avons la même difficulté avec les travaux d'intérêt généraux, où probablement, notamment en région parisienne, je pense qu'à peu près la moitié des TIG ne sont pas exécutés. Et quant aux amendes, c'est encore pire. Si vous discutez par exemple avec les gens qui fraudent le métro, eh bien la RATP estime qu'il récupère à peu près 10% des amendes. Donc le sujet, c'est ça. Il faut que nos peines soient exécutées, parce que sinon, les délinquants ont un sentiment d'impunité absolue, et finalement, tout le travail que peut faire la police et la gendarmerie à ce moment-là, eh bien, est réduit, non pas à néant, mais à sa plus simple expression. Madame, je vous en prie, je vous en prie. Donc, bonsoir, Anouk Paolodi Dabo, je suis adjointe au maire sur la commune de Guérande. Moi, je voulais aborder, parce qu'on parle beaucoup de répression, de police municipale, de gendarmerie, de police, je voulais aborder plutôt le contexte de prévention aussi à travailler. Je crois que notamment sur des communes comme la mienne, où on est proche des 17 000 habitants, on a encore une marge de manœuvre pour aller un petit peu avant d'avoir des grosses délinquances et avoir on est plus sur de l'incivilité. On a quelques délinquances, mais on a quand même beaucoup d'incivilité. Et je me rends compte, puisque ça fait quelques années que je travaille sur ce dossier-là, que j'ai mis en place un observatoire des incivilités. Je travaillais avec la gendarmerie, avec la police municipale. Mais c'est tout ça à la force des bras, c'est-à-dire que je suis un peu seule, parce que j'ai cette volonté-là. Le CISPD, la personne qui est en charge, n'a pas cette volonté-là, donc c'est zéro. Et en fait, finalement, sur tout ce volet un petit peu prévention et après répression, on est, nous, un peu seuls. Donc c'est aussi ce renforcement-là, moi, que j'aimerais voir, notamment dans la loi engagement et proximité, enfin, trouver des solutions pour essayer de nous accompagner un peu plus.
je travaille avec la procureure, mais c'est pareil, c'est parce que moi, je suis allée voir la procureure pour trouver des actions pour attraper ces jeunes avant qu'ils aillent un peu trop loin, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué. On se sent des fois seul, en fait, face à ça. Merci pour votre témoignage. Alors, avant que nous ne passions à la deuxième séquence, et pour ne pas vous spolier, Nathalie Kenders. Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par rapport à la prévention en amont, et ça rejoint ce que je disais sur la prévention spécialisée qui est aujourd'hui le parent pauvre. Mais pour rebondir aussi, et ça va dans l'autre sens, peut-être par rapport à votre question sur les mineurs ou les jeunes majeurs, ce qui marche et ce qui pourrait peut-être être mis sur l'ensemble du territoire, c'est ce que font beaucoup de villes, les cellules de veille. Les cellules de veille pour les mineurs et les jeunes majeurs. À Dijon, nous réunissons tous les mois avec le procureur ou le substitut du procureur, avec la PJJ, avec le SPIP. Et à cette occasion, eh bien, nous avons une liste de noms, parce qu'on s'aperçoit finalement dans les quartiers, en tout cas à Dijon, sur un quartier, c'est 10 personnes, des meneurs qui vont, quand ils sont en prison, eh bien, on a un peu de la tranquillité. Quand ils ressortent, on le sait, en amont, on essaie de préparer. Et ces cellules de veille, eh bien, elles permettent, puisque le procureur est arrivé, donc il connaissait pas trop la ville, eh bien, d'avoir une petite alarme. Et il sait que lorsque ça concerne un des mineurs qui est sur une liste, alors on est limite borderline, parce que je sais que voilà, d'avoir des listes avec des noms, parfois, voilà, ça peut être... contredit, mais ça permet en amont de se dire pour telle situation, ça sert à rien de faire un rappel à l'ordre par le maire parce que c'est un coup de pied dans l'eau. Donc là, il faut vraiment que ce soit au niveau de la justice. Et après, je suis d'accord, il faut que la peine soit appliquée. À Dijon, la maison d'arrêt elle est occupée à 140%, donc à un moment, on sait plus ils ne savent plus où les mettre. Et cette cellule de veille, parce que je pense que moi, en fonction du mineur, en fonction de son parcours, la réponse, elle ne doit pas être la même. Ça peut être une réponse pénale, mais parfois un rappel à l'ordre, parfois un travaux d'intérêt général, et on en reçoa beaucoup à la ville de Dijon. Parfois aussi, lorsque c'est des collégiens qui commencent à décrocher, une mesure disciplinaire, je ne sais plus le terme exact, mais on est en train de conventionner avec des collèges justement pour que ces jeunes, au lieu d'être exclus 4 jours du collège ou du lycée, ils attendent que ça d'ailleurs, plutôt qu'ils viennent dans un service de la ville pour leur apprendre le métier ou réparer si ils ont fait des tags. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas dans toutes les villes, donc il faudrait peut-être le généraliser, et peut-être que dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance qu'on attend avec beaucoup de de vigueur et d'impatience, il y aura une étape ou un texte à ce sujet. Hélène Geoffroy, quelques mots. Oui, brièvement pour qu'on puisse passer à la deuxième table ronde, mais je voulais quand même réagir, pas répondre sur les questions, y compris de réponses judiciaires ou pénales. Je partage ce qu'a dit M. Péchenard, donc je ne me répéterai pas sur le fait qu'en réalité, il y a des réponses aussi judiciaires qui existent. Moi, je l'ai vu très concrètement, j'en parlais tout à l'heure sur la question des rodéos, où il y a eu un intense travail de coordination, police municipale, police nationale, et puis procureurs qui ont permis finalement d'aller jusqu'au bout d'une réponse que permettait la loi, qui était aussi très claire. Donc on a besoin de cet ensemble. Après, sur l'application des peines, la question des tiges, par exemple, sur les différents types de réponses, je sais que la protection, la PJJ, la protection judiciaire à la jeunesse est en difficulté pour trouver des lieux pour accueillir, voit tous les maires pour leur demander de participer à la réponse. Et je me dis qu'une partie des réponses, on peut les coproduire avec l'ensemble des institutions, pas seulement les collectivités locales, pour pouvoir aller jusqu'au bout et ne pas laisser effectivement le sentiment de personnes qui soient sans réponse judiciaire après un acte qui a été commis. Et enfin, je dirais 2 choses sur la question de la prévention. Il vient d'être lancé le dispositif des cités éducatives qui concerne notamment les quartiers populaires, où tout le monde va se mettre autour de la table, l'éducation nationale, les collectivités locales, les associations et les habitants qui sont des acteurs importants en tant que citoyens, pour accompagner tous les jeunes de 3 à 25 ans. Je crois que c'est une partie de la réponse en termes de prévention. Et vous me permettrez une petite boutade vis-à-vis de Christian Estrosi, parce que moi aussi j'étais membre d'un gouvernement, mais qui a suivi le sien, et du coup qui disait qu'il avait détricoté des choses. Alors je me permettrai cette petite boutade de rappeler que le sien avait enlevé quand même quelques policiers, ce qui a été un sujet en termes de recrutement ensuite pour pouvoir refaire les effectifs de la police nationale que nous apprécions tous.
Merci. Et Christian Estrosi a le sourire. Nous passons à la deuxième séquence, tranquillité publique. Quelles évolutions pour les pouvoirs de police du maire? Alors, François Baroin, qui s'est récemment exprimé, disait le renforcement des pouvoirs de police du maire est un élément de restauration de son autorité. Vous, Kevin Devel, vous dites, nous, maires et notamment de maires de communes rurales, nous avons des pouvoirs, mais nous avons surtout besoin de formation. C'est ça, parce que quand on accède aux fonctions de maire, on se rend compte qu'on est officier de police judiciaire sur sa commune, on se rend compte qu'on a des pouvoirs de police administrative, de pouvoirs de police technique sur des problématiques de voirie, sur des problématiques de cimetière, d'élagage, que sais-je encore. Et finalement, on est peu formé à la chose, c'est-à-dire qu'on accède au poste après avoir été élu. On a quelques organismes comme l'Union amicale des maires qui proposent des formations sur la responsabilité du maire, sur ses pouvoirs de police, mais ne faudrait-il pas, pour les futures générations d'élus, une session de formation obligatoire sur ces problématiques, comme d'autres, hein, mais sur le pouvoir de police? Moi, je ne suis pas forcément sur une question de renforcer davantage le pouvoir de police du maire par rapport à la commune qui me concerne. Je considère que j'ai suffisamment de pouvoir. Je voudrais davantage être formé dessus, à titre individuel et collectif sur des communautés, et ensuite savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, quels sont nos moyens d'action, et que ce soit des formations plutôt obligatoires et organisées par le département, par la préfecture, que sais-je encore. Vous avez une seule collaboratrice? Oui, alors moi j'ai ma secrétaire de mairie et mon cantonnier, donc c'est vite limité. Pour pouvoir exercer le pouvoir de police, c'est la prérogative du maire, éventuellement de délégation sur les polices municipales. Mais voilà, sur des communes comme les nôtres, comme on n'a pas des services juridiques qui peuvent nous guider sur l'application de tel ou tel texte. Alors on se documente, hein, c'est parce qu'on est à la campagne qu'on ne connaît pas les textes, mais une session de formation obligatoire en début de mandat serait plutôt quelque chose à privilégier. Alors, face à vous, il y a Christian Estrosi, donc une commune sans commune mesure. Faut-il renforcer les pouvoirs du maire? Alors, je sais bien qu'on me regarde comme le maire d'une grande commune, mais qu'il me soit permis de dire, et j'ai autour de moi des maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, je rappelais que c'est une métropole que nous avons... métropole, ça ne veut pas dire ville, hein. Sur 49 communes, il y en a 37 qui sont rurales. La plus petite est de 55 habitants, à 2800 mètres d'altitude dans le parc national du Mercantour. On a des zones de police nationale, des zones de gendarmerie. C'est un choix volontaire que nous avons fait, puisque nous avons été la première métropole de France créée dans la loi Sarkozy, avant la loi Lebranchu, parce que nous l'avons faite par volontarisme sur un périmètre que nous avons librement choisi avec 49 maires. Et je dirais que je fais partie de ceux qui refusent qu'on affronte territoires ruraux et territoires urbains. Et que s'il n'y avait pas l'efficacité de la police municipale de Nice, il n'y aurait pas à 2500 mètres d'altitude l'efficacité de la gendarmerie nationale. Parce que nous sommes sur des zones de circulation de la délinquance où, s'il n'y a pas la complémentarité police municipale à Cagnes-sur-Mer, à Saint-Laurent-du-Var, à Nice, la gendarmerie nationale dans la zone rurale et la police nationale, nous serions beaucoup moins efficaces. Donc le choix de l'intercommunalité tel que nous l'avons conçu, nous, démontre toute sa pertinence dans la solidarité monde urbain, ruralité. En même temps, pour les maires des zones rurales, qui, lorsqu'ils viennent d'être élus, et nous en avons eu quelques-uns, et qui demandent à pouvoir bénéficier aussi de notre soutien à partir des services juridiques de la métropole qui sont mis en commun, des services de contrôle des marchés qui sont mis en commun, des services, y compris des finances ou informatiques qui sont mis en commun, eh ben, font que là où notre collègue maire dit « moi j'ai une secrétaire, j'ai un collaborateur, j'ai un policier et c'est tout », en réalité,
nous nous mettons toute une machine à disposition de nos collègues ruraux pour leur bénéficier d'outils nécessaires, y compris sur des problèmes de droit à l'urbanisme, par exemple, où on sait très bien, quand on discute d'un plan local d'urbanisme intercommunal aujourd'hui, puisque c'est la règle, qu'il y a des infractions dans ce domaine, qu'ils sont totalement démunis. Ils ont au contraire le potentiel et le soutien devant le pouvoir judiciaire des instances d'une grosse intercommunalité où le monde urbain est totalement solidaire du monde rural. Voilà, si je pouvais apporter une contribution pour qu'on arrête dans notre pays de toujours amener cette confrontation entre les territoires ruraux et les territoires urbains. S'il y a une vraie volonté, eh bien, je dis qu'il y a au contraire une mutualisation, y compris bien sûr dans l'aménagement du territoire. Voilà, la couverture numérique, ça compte, hein, y compris en matière de sécurité et de safe territoire, comme on dit, smart and safe territoire aujourd'hui. Le fait d'avoir un territoire urbain où les opérateurs, parce qu'il y a des résultats commerciaux à la clé, nous aurons tout couvert au 31 décembre prochain en matière de couverture de fibre optique, fait qu'avec l'intercommunalité, nous finançons là où les opérateurs ne vont pas, jusqu'à la commune rurale la plus reculée de notre métropole, à 100% la fibre optique sur un calendrier quasi équivalent, ce qui est très utile aussi en matière de sécurité, de pouvoir en matière de numérique disposer d'un certain nombre de technologies que nous mettons en commun. Même question, Nathalie Kunders. Oui, sur l'évolution des pouvoirs de police du maire, je pense que pour l'aider dans sa tâche au jour le jour, c'est bien de lui donner les moyens d'agir en matière de tranquillité publique. Alors, avec le postulat qu'on a tous dressé ici, que la sécurité doit rester de la compétence régalienne de l'État, la tranquillité publique, le maire, même si je sais très bien que la frontière est ténue. Donc, par exemple, c'est des moyens d'agir pour les policiers municipaux, ça a été rappelé par Christian Estrosi, notamment l'accès à certains fichiers, par exemple le fameux système, le fichier des immatriculations de véhicules. Pour la ville de Dijon, eh bien, nous avons reçu la lettre du préfet il y a 2 jours pour justement voir comment on va pouvoir mettre en place de façon pragmatique ce fichier. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Moi, depuis que je suis à la commission consultative des polices municipales, on en parle. Bon, enfin, ça arrive. Il y a peut-être d'autres fichiers qui permettraient d'alléger aussi la charge du travail de la police nationale. C'est aussi les contrôles d'identité. Aujourd'hui, ça a été rappelé, un policier municipal ne peut pas faire de contrôle d'identité s'il n'y a pas un délit constaté. Les gens le savent très bien, donc du coup, ils perdent quand même en autorité, même si j'entends bien que si contrôle d'identité il y a demain, ils seront sous l'autorité du procureur de la République, donc ça ouvre peut-être d'autres problématiques, mais en tout cas, aujourd'hui, ils perdent en autorité, puisque parfois, ils ne peuvent pas demander la pièce d'identité. C'est aussi, pour les pouvoirs du maire, on parlait d'ivresse publique manifeste, c'est des gros problèmes, mais pas que dans les grandes villes, je pense, avec de nombreuses nuisances sonores. Alors, ils ne viennent pas tous des établissements cafés-restaurants, puisque je crois que plus de 60% de la consommation d'alcool, finalement, est achetée dans les épiceries de nuit ou dans les grands marchés. Mais aujourd'hui, c'est une demande aussi des maires, c'est de pouvoir avoir la main sur les fermetures administratives de ces cafés et restaurants. Absolument. Parce que, sous l'autorité du préfet. Voilà, aujourd'hui, les riverains, ils écrivent à qui? Au maire, ils viennent nous voir un moment et on est un peu démunis parce qu'on ne peut pas. Alors, on a des leviers d'action sur les terrasses, quand il y a des terrasses, mais aujourd'hui, on ne peut pas agir et je peux vous dire que c'est un gros problème. Et je ne pense pas que ça fasse partie aujourd'hui des priorités des préfectures. Donc, qui nous laisse cette compétence, et je pense que ça permettra d'apaiser un peu nos villes. Oui, d'autres maires disent augmenter sensiblement le montant des amendes prononcées pour non-respect des arrêtés municipaux, par exemple. Oui, il y a monté le montant des amendes. Alors, encore faut-il après que ces amendes soient payées, parce que le taux de recouvrement des amendes, il est très faible en France, donc ça ouvre un autre problème. Mais c'est vrai aussi que certaines amendes, par exemple sur les déchets ou les immondices sur la voie publique, aujourd'hui, c'est une amende de 5e catégorie. Donc, nos brigades vertes ou nos policiers municipaux constatent, envoient le PV au procureur, et le procureur suit ou pas. Et vu la charge de travail d'un procureur de la République, ça ne fait pas partie de ses priorités, on le comprend bien. Donc peut-être que des fois, d'avoir une amende forfaitaire sur certaines incivilités comme celle-ci, ça dégagerait un peu de temps à la justice qu'on a bien besoin, et ça permettrait à nos policiers municipaux d'être plus efficaces dans l'action et in fine aux maires. Alors, Hélène Geoffroy, même question que j'assortirai d'une autre, c'est avant de sanctionner, il faut constater, ça veut dire qu'il faut des yeux et des oreilles.
il faut du monde et il faut pour constater, et puis toujours une bonne, on l'a dit, une bonne coopération. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où entre les forces de l'ordre national, police et gendarmerie et les collectivités locales, la relation est bonne aujourd'hui, que le travail se fait en bonne intelligence et où les policiers nationaux, parce que moi je suis en zone police, les policiers nationaux apprécient aussi les compétences des policiers municipaux. On n'est plus sur peut-être un regard qui était plus à distance. Désormais, le travail se fait. Chez moi, dans ma ville, ils s'appellent les uns les autres. Certains appuient les interventions des autres. La police nationale peut même demander à la police municipale de venir, ce qui n'était peut-être pas le cas évidemment autrefois. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver dans ce travail de plus en plus commun et partagé avec des questions je reviens à votre question, de pouvoir supplémentaire. Et donc, je serai comme mes collègues, toujours aussi prudente sur le fait qu'on veut bien que les questions régaliennes le restent, sur les questions de sécurité, par exemple sur les questions qu'on peut avoir de violence urbaine, etc. Ça, c'est pour moi toujours du ressort de la police nationale, très clairement, sur ce type d'intervention. Et je ne songe pas y mêler la police municipale. En revanche, tout ce qui vient sur, je dirais, les questions très immédiates, et c'est une question que j'allais soulever, c'est des fermetures administratives. Donc je partage totalement cette question entre ce qui est vente d'alcool, la possibilité aussi de travailler sur les horaires, des arrêtés plus pérennes. Donc on est sur ce sujet-là. Et je rajouterais, on en a peu parlé, la question de la sécurité routière, qui est un sujet de sécurité finalement de police nationale et sur laquelle on se retrouve en réalité à intervenir beaucoup, à faire aussi des contrôles de vitesse et constater des délits, port de ceinture, etc. Et il me semble que là aussi, il y a parce qu'on est obligé, on le fait maintenant beaucoup en coproduction de sécurité, il y a peut-être des pouvoirs à étendre aussi sur ce champ-là, notamment sur ce qui relève de la circulation à l'intérieur de la commune, où pour beaucoup de citoyens, je résume, les incivilités majeures qui reviennent, c'est celle de la vitesse et de la conduite. On demande, je pense, tous les maires sont confrontés à ça, des ralentisseurs dans chaque rue. La question des entrées-sorties d'école n'existe pas que dans le monde rural. Chacun veut emmener son enfant en voiture jusque dans l'école. C'est une réalité, je pense, partout. Et donc, on a mis, nous, des agents de prévention de sécurité. On a essayé de maintenir malgré la disparition des contrats aidés. Et puis, on a le sujet de tout ce qui est sur la question de l'environnement, qui prend une importance, je trouve, moi c'est mon premier mandat, entre le début et la fin du mandat, je trouve que le sujet est devenu un sujet de préoccupation majeure, avec des dépôts sauvages qui peuvent se multiplier. Et sur tout cela, il nous faut pouvoir avancer en termes d'intervention et de lien avec, la justice pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et enfin, peut-être dernier élément, être mieux informé, plus au courant, finalement. Et là, ça revient sur la question précédente. Que se passe-t-il une fois que la police nationale a fait son travail, a saisi la justice, des condamnations sont prononcées? Comment les maires et donc les habitants en sont aussi informés? Parce que si on veut redonner confiance dans l'action publique, il faut aussi dire qu'elle sert à quelque chose. Et aujourd'hui, en dehors des grands faits divers très médiatisés, finalement, il y a peu de temps de retour pour dire voilà le résultat de l'action publique. Elle a pris du temps, peut-être, mais elle a quand même produit ses fruits parce que la police nationale a bien travaillé, la justice et puis bien sûr les collectivités locales. Et il me semble que c'est sur ça, on est encore dans un moment où on communique peu, on parle peu et où chacun, comme les affaires sont tellement longues à aboutir, chacun a l'impression qu'elles sont enlisées, enterrées, même quand ce n'est pas le cas. Frédéric Pechnard, avec votre double expérience, celle de policier et celle d'élu, faut-il renforcer les pouvoirs de police du maire? Alors, s'il s'agit de renforcer les pouvoirs de police, qu'on entend par la police judiciaire, je ne crois pas. Par contre, pour tout ce qui est police administrative, je le crois. Je pense effectivement, comme vous disiez, que la possibilité pour le maire de pouvoir fermer un débit de boisson est quelque chose d'absolument fondamental. Voilà, donc oui pour un renforcement des pouvoirs du maire, mais plutôt dans le domaine de la police administrative. Commandant, même question, avec votre expérience d'officier
et vous êtes en relation depuis fort longtemps puisque vous commandez vous avez commandé des brigades et maintenant une compagnie. Sur cette question du renforcement des pouvoirs de police du maire, parce que vous avez une, entre guillemets, religion. Moi, je ne donne qu'un avis purement personnel. Je serais plutôt d'avis... le territoire de la gendarmerie, enfin en tout cas celui que j'ai pu connaître, est essentiellement, on va dire, des incivilités on va dire qu'on arrive à contenir, nous, en tout cas, en tant que gendarmes. Donc c'est peut-être plus effectivement renforcer le partenariat qu'on peut avoir avec les élus, ça c'est une certitude. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Lorsqu'on a des beaux résultats judiciaires, moi je le communique largement, j'en ai pas honte. Et que ce soit sous forme de bulletins, je ne sais plus comment on les appelle, mais les communautés de brigade font ça, des lettres aux élus. Et lorsque je réunis les élus pour le point de sécurité du quotidien, nous en parlons évidemment largement. Vous me demandez la parole, je vous l'accorde bien volontiers. Oui, Frédéric Pechnard dit oui en matière de police administrative. Pour moi, c'est assez insuffisant. Je souhaiterais qu'il y ait aussi en matière, par exemple, de police de l'environnement, au-delà de la police administrative, qui est une vraie nécessité. Nathalie parlait des terrasses de restaurants, par exemple. Et quand on demande une fermeture administrative d'un établissement, ça ne relève pas que du préfet d'ailleurs, parce que le préfet souvent s'associe à notre demande, et c'est au procureur à donner son accord. Bon, et c'est très difficile. Mais sur l'environnement, sur un niveau de peine, je ne dis pas des peines lourdes qui doivent relever des magistrats, mais sur un niveau de peine, moi je souhaiterais que nous ayons un pouvoir de police. Exemple, un tel ou un tel est récidiviste et se fait prendre à faire des tags, qui a un coût, chez nous, effacer les tags, ça a un coût de 600 000 € par an. C'est un coût pour la collectivité, le contribuable, d'accord, que je puisse moi-même proposer et décider de peines d'intérêt général qui fassent que celui qui a fait un tag, on lui demande pendant 8 jours de couvrir les tags de la ville. Je vous prie de croire qu'il ne se fera plus prendre à faire des tags après. Celui qui jette des encombrants n'importe comment et des dépôts sauvages, il est récidiviste, on va lui fixer une peine d'intérêt général à ramasser toutes les cochonneries qui sont laissées ici et là dans la ville pendant 8 jours. Puis ça lui donnera peut-être moins envie de continuer à aller souiller le travail des services municipaux et des services d'entretien et de propreté de la ville. Moi, je voudrais que dans ces domaines-là, nous puissions, nous, maires, disposer, malgré tout, d'un pouvoir de sanction et d'application des sanctions. Avant de donner la parole à la salle dans quelques secondes, Nathalie Kunders, cette coproduction de sécurité, elle devient quand même peu ou prou effective. Mais vous disiez attention, l'État se décharge souvent sur nous et sur les polices municipales. Oui, on en a largement parlé. On voit qu'on embauche de plus en plus et derrière, la police nationale embauche moins. Et puis, il y a eu effectivement des rapports. Donc, on attend. Donc, il y a la stratégie nationale de la prévention de la délinquance. Il y a aussi le livre blanc de la sécurité qui doit sortir suite au rapport Fauvergue-Toureau. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques inquiétudes d'élus par rapport à ces propositions qui ont été formulées. On avait l'impression à un moment que le directeur départemental de la sécurité publique allait reprendre la main sur la gouvernance de la politique de sécurité sur le territoire, puisque ça dépassait la commune et après c'était sur l'intercommunalité, voire sur le bassin de vie. Il y a eu aussi des propositions pour dire que de fait, les policiers municipaux étaient armés d'armes létales et c'était au maire finalement de prendre la décision de ne pas les armer ou pas. Donc on a vraiment l'impression que c'est une recentralisation des pouvoirs de sécurité et donc il y a des inquiétudes. Donc j'étais il y a 15 jours et Laurent Nunez, le secrétaire d'État, est intervenu en disant que toutes les propositions ne seraient pas reprises, mais on est très attentif parce que effectivement on a l'impression que d'un côté les effectifs
de la police nationale diminue, mais de l'autre, ils veulent aussi reprendre la main sur cette gouvernance de la police de sécurité. Nous, on est vraiment dans un esprit de co-construction avec le maire qui est au centre, qui est au centre au niveau de la prévention de la délinquance, mais aussi qui doit travailler de concert avec le directeur départemental de la sécurité publique pour voir quelles sont les priorités sur le terrain. Donc on attend avec impatience aussi ce livre blanc de la sécurité. Intérieur qui succédera donc à celui de la sécurité publique de 2011 et les travaux ont été lancés donc au mois d'octobre dernier. Je donne la parole à la salle pour évoquer ou témoigner effectivement quant au renforcement des pouvoirs de police du maire. Eh bien, je vous confie la parole si vous voulez bien la prendre, monsieur. Et puis de ce côté, on commence par monsieur, donc au troisième rang. Donc, comme règle que nous avons définie, si vous le voulez bien, vous vous présentez et vous posez votre question ou vous effectuez votre témoignage. Bonjour à tous. Attendez, il y a un... Bonjour à tous. Voilà, je suis conseiller municipal délégué aux questions d'environnement et puis aussi d'insécurité et autres, et aux mobilités durables et développement doux. Voilà, la ville de Voiron dans l'Isère, 20 km de Grenoble, en pays de Chartreuse, pays voironnais, 95 000 habitants, 31 communes. Voilà, tout ce qui a été dit me paraît très satisfaisant, parce que c'est la première fois que je viens ici, c'est parfait. Évidemment, les problèmes de compétences du maire sont parfois délicats en ce qui concerne les matières de sécurité. Et ce que nous avons, nous, dans notre commune, nous avons été élus en dernier mandat, nous finissons notre premier mandat, un jeune maire de 34 ans, très dynamique, et qui a quand même beaucoup œuvré dans la question de sécurité. Nous avons voisins vigilants, nous avons augmenté les auxiliaires, sont passés de 4 à 8. Nous avons un commissariat principal national dans notre ville. Les choses se sont beaucoup améliorées. Nous sommes passés de 4 caméras de vidéosurveillance à 57 en l'espace de 5 ans, ce qui n'est pas tout à fait le cas métropole de Grenoble. Bref, enfin, nous avons baissé notre délinquance de 40%. Nous sommes toujours sur des axes de communication de certains trafics stupéfiants et autres, puisqu'il semblerait que cette économie active 200 000 citoyens dans notre pays qui vivent de la drogue. Ce sont des problèmes conséquents à toutes les communautés, à toutes les villes de moyenne importance. Nous sommes une commune de 21 000 habitants. Ce qu'il y a aussi, nous avons fait un maillage, nous avons une très bonne mutualisation des services de police entre la police nationale, la police municipale. Tout se passe très bien, nous avons de bons résultats. Nous avons un tissu associatif qui est des plus puissants. Tout ce qui a été dit par rapport au vivre ensemble, tout ce qui a été dit par rapport à cette forme de collectivisation des services, mutualisation, c'est très bien. Par contre, nous avons œuvré beaucoup ce qu'on appelle, et qui n'a pas été prononcé une seule fois ce soir, aujourd'hui, pardon, comme dans la nuit, on n'a pas parlé des conseils de quartier. Et les conseils de quartier ont un rôle très efficace. Ce ne sont pas des supplétifs, ce sont les citoyens. Et ces citoyens font que la société qui est en charge de mieux vivre ensemble, eh bien, elle œuvre, elle travaille en conséquence. Maintenant, tous les responsables politiques au niveau national et autres, de trouver des solutions quant au pouvoir du maire, qui parfois se sent bien désemparé face aux nouvelles choses qui se produisent, c'est-à-dire l'incivilité croissante. Nous avons un budget de 30 000 € pour détaguer nos murs par an, pour une commune de 21 000 habitants, en ratio par rapport à ce que fait le maire de Nice. Vous voyez, c'est aussi puissant. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Y a-t-il une deuxième question, puis une troisième? J'ai dégagé volontairement un peu de temps. Monsieur, vous allez avoir un micro qui va venir à vous, ou alors c'est moi qui vais vous l'apporter. Voilà, merci. Messieurs, dames, bonjour. C'est M. Costesec, maire adjoint d'une petite commune de l'Ariège, Naxin. Alors, ma préoccupation, l'une de nos préoccupations en zone rurale, c'est les déchets, les dépôts sauvages de déchets. Alors, on a évoqué certains sujets. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est la preuve, l'apport de la preuve. Parce qu'en fin de compte, il est difficile d'apporter la preuve pour incriminer une personne sur le sujet. Alors, je pense qu'il va falloir assouplir les moyens de preuve. Vous trouvez sur un carton un nom d'une personne, ce n'est pas une preuve. C'est effectivement un nom, il est réel. Mais qui c'est qui a déposé le carton, personne ne vous le dira. Donc, je voudrais que soit développé
dans cette salle, ici, les moyens d'apporter la preuve. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est la preuve par rapport aux déchets sauvages? Oui, uniquement. Oui, alors, pour je vous renvoie donc demain au forum consacré aux déchets sauvages. C'est moi qui l'anime. Donc, je crois que c'est de 16h à 17h30. Et effectivement, il y aura un gendarme et il y aura une avocate qui certainement répondront à vos questions. Et je vous invite à y venir, bien entendu. Et je vous confierai la parole. D'accord, merci. Je vous en prie. Une autre question, un autre témoignage, monsieur, qui est à l'avant-dernier rang. Si on veut bien lui donner le micro. Voilà. Juste quelques secondes. Nous sommes parfaitement dans les temps parce que nous devons libérer la salle vers 12h30 et il y a une conclusion qui sera effectuée par vous. Mais je souhaiterais effectivement donner un peu plus la parole à la salle et ensuite vous poser une question collectivement. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Julien Smati, premier adjoint au maire de Rieux-la-Pape dans le Rhône. Une ville de 32 000 habitants, 55% de logement social et un des quartiers les plus pauvres de France. Tout notre problème réside en fait dans la délinquance des très jeunes mineurs. La délinquance des très jeunes mineurs commence entre 10 et 12 ans. C'est le moment où ils font des petits faits. Les petits faits, c'est déjà grave, c'est des caillassages par exemple de véhicules de police. Et les solutions que l'État propose pour les mineurs n'est complètement inexistante. Nous avons mis en place il y a un peu plus d'un an, nous avons voté au conseil municipal, un programme d'accompagnement pour sortir les jeunes de la délinquance avec un risque de suppression des aides municipales. Le programme a été validé, a été passé au contrôle de légalité. Aujourd'hui, on a une vingtaine de familles qui sont rentrées dans le programme. On en a seulement 2 qui ont refusé ce programme pour sortir leur enfant de la délinquance. Ces programmes sont suivis toute l'année pour en fait réapprendre aux parents à être parents, faire en sorte que l'État ou la mairie ne se substitue pas aux parents. Mais nous avons donc un suivi annuel de ces jeunes et on a des très très bons résultats. On a une baisse sur la ville de Rieux de 15% de la délinquance en quelques années entre une politique de sécurité et une politique de prévention. Seulement, on constate aussi que sur une ville de 32 000 habitants, c'est entre 20 et 30 voyous qui font l'insécurité. Et nous ne pouvons pas agir de manière générale sur tous les jeunes. Et ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'on peut faire avec l'État pour les mineurs de moins de 15 ans. En fait, toute la délinquance commence là. On sait quand ils arrivent autour de 16-17 ans, ils sont difficiles à rattraper et ils sont tombés dans le trafic de drogue, voire le grand banditisme. Merci pour votre témoignage que certainement d'autres maires ou élus connaissent ou partagent. Y a-t-il une autre question, monsieur? Au deuxième rang, au troisième, pardon. Oui, bonjour, monsieur Arnaud, je suis le premier adjoint à la mairie de Chassieux, en région lyonnaise, 10 000 habitants. Et au sein de la métropole de Lyon, une grande métropole, je rebondirai sur les propos de madame Geoffroy tout à l'heure, concernant la solitude du maire face à la réponse pénale, à la réponse judiciaire dans son ensemble, notamment en matière de radicalisation. Nous allons en parler, oui, parce que c'est un sujet, effectivement, qui relie les deux séquences. Je pose quand même... mais bien entendu, bien entendu. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, mais les maires prennent leurs responsabilités. Et on l'a dit tout à l'heure, ils sont au contact de la population. Et lorsqu'ils constatent des faits inquiétants, susceptibles d'orienter des gens vers la radicalisation, les maires prennent leurs responsabilités en signalant directement, puisque la police est réorganisée maintenant, a mis en place des cellules de lutte contre la radicalisation, exemple, et la gendarmerie aussi. Donc signale ces faits, et là on se heurte à un blackout total, aucun retour, on ne sait pas. On constate que les faits continuent, les faits qui nous ont alertés, que les faits qui nous ont inquiétés et qu'on a signalés continuent, et on n'a aucun retour de la part de la justice, ni même de la police. Et on en est désolé, puisque le maire, son interlocuteur privilégié, c'est son commissaire de police ou son chef de brigade de gendarmerie. Mais même eux ne sont pas informés des retours.
Et on a là une omerta au niveau de cette cellule qui est peut-être préjudiciable, et c'est dommage que le maire n'ait pas de retour vis-à-vis de la responsabilité qu'il a prise, parce que c'est une responsabilité personnelle également, qui n'est pas de retour, c'est dommage. Le directeur général de la police n'est pas là. Monsieur Pechnard n'est plus directeur général, donc on ne lui posera pas la question, bien sûr. Mais vous avez raison. L'année dernière, lors du même débat sur la sécurité, nous avions abordé la radicalisation, et beaucoup de maires se plaignaient qu'il n'ait pas de retour, qui signale effectivement n'est pas de retour ni des forces de sécurité, ni du procureur de la République. Alors, vous êtes le premier à répondre, et puis, commandant, vous direz un mot, s'il vous plaît. Moi, je remercie notre collègue d'avoir signalé ça, parce que c'est un fait majeur. J'ai des histoires célèbres qui ont défrayé la chronique dans notre pays de familles entières parties au djihad, dont j'avais signalé, parce qu'à travers mes services d'état civil, on avait relevé des demandes de passeport précipitées, un mariage dans l'urgence où les parents de la future épouse m'avaient signalé personnellement sous quelle emprise elle était et que celle-ci risquait de partir dans les 10 jours en Syrie, et où j'ai alerté police, procureur, etc., sans aucune suite qui n'a été donnée à tout ça. Donc voilà, on est confronté aussi à ça. Et ça montre à quel point, dans un certain nombre de domaines, là où l'État ferait mieux de considérer que le maire peut lui être très utile pour lutter contre les menaces auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes souvent, je le dis, calmement, sereinement, beaucoup trop méprisés par les représentants de l'État dans ces domaines. Commandant, je me mets à la place, je me substitue au maire de Vignat. Aujourd'hui, il vous signale un comportement suspect où la radicalisation semble avérée. Un mois après, il n'a aucun retour, comme vous le dites. 2 mois après, il n'a toujours aucun retour et il vous appelle. Que lui dites-vous ? Normalement, je suis déjà censée être au courant, effectivement, pour en avoir discuté avec lui. Je peux essayer de me renseigner, j'essaye de le rassurer, bien évidemment. Et au-delà de la radicalisation, il y a aussi tout l'aspect terroriste qui peut y avoir sous-jacent à ce sujet-là. C'est que si effectivement l'information ne redescend pas, il y a aussi l'aspect sécuritaire qu'il faut prendre en compte, rassurer les élus. Parce qu'effectivement, le mot terrorisme fait très peur, notamment on croit toujours que c'est que dans les grandes métropoles, mais non, le terrorisme et la radicalisation peut aussi effectivement se produire partout. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai parfois un petit peu de mal à aborder avec les élus, parce que quand on est dans un territoire rural, ce qui n'est pas péjoratif, mais on croit que c'est à l'écart de tout et que dans nos campagnes, on est à l'abri. Mais non, on n'est pas à l'abri. Et c'est vrai qu'il faut vraiment sensibiliser les élus sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, ça peut toucher tout le monde. Mais vous comprenez bien qu'effectivement, ils attendent en retour qu'on leur fasse confiance. Tout à fait. Nathalie Konder, je vais aller encore un peu plus loin à partir de la question de monsieur. Les angles morts, ce sont les personnels qui sont susceptibles, territoriaux, qui sont susceptibles de se radicaliser. Il faut les identifier. Et puis, autre angle mort, eh bien, l'enseignement supérieur, donc les collectivités territoriales, le sport, les sociétés sportives et les clubs sportifs. Oui, alors on est confronté à Dijon au même problème. Alors des fois, on arrive à avoir des informations en direct avec le directeur du renseignement territorial, mais qui est soumis au secret défense. Donc lui, il peut nous donner des informations, mais il ne peut pas l'écrire, c'est ce qu'il nous dit. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a effectivement, on peut être confronté avec un agent qui, du jour au lendemain, refuse de serrer la main aux femmes, a des comportements. Alors, ça ne veut pas dire on fait la différence entre une approche radicalisée de la religion et puis passer à l'acte, être terroriste, mais en tout cas, ça contribue à mettre à mal notre vivre ensemble au sein de la collectivité. Donc c'est effectivement des choses qu'on peut signaler, un comportement. Et puis après, il y a la difficulté aussi d'association,
sur lequel on peut avoir des suspicions, des interrogations, et on se retourne des fois pour avoir des informations au niveau du renseignement territorial, et on ne sait pas quelle est la bonne démarche à suivre. Est-ce qu'il vaut mieux accéder à leurs demandes et leur louer une salle municipale, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas du tout leur demander? Parce que des fois, on se dit aussi, une association sur laquelle on peut avoir des doutes, peut-être que de leur prêter une salle municipale, ça permet d'avoir un regard sur ce qui s'y fait, et c'est peut-être une méthode à suivre. Mais c'est vrai que parfois, on se trouve un peu seul. Alors on est formé, il y a des formations, il y a tout ça, mais à un moment donné, on aimerait bien avoir le retour de cas qu'on signale, même si j'entends qu'il y a le secret défense et que parfois, pour justement que l'enquête puisse aller à son cours, il vaut mieux que personne soit au courant. Mais il faut nous comprendre aussi lorsque c'est des agents de notre collectivité qui peuvent être parfois dans des... enfin, quel que soit le public auquel ils s'adressent, mais qui peuvent être dans le périscolaire ou dans d'autres choses, ça peut vraiment nous inquiéter. Avant de donner la parole à la salle pour une dernière question, la même problématique, mais une façon différente, se pose pour les mariages blancs, les mariages fictifs. Comment prouver? Ça, c'est un vrai problème auquel les élus sont confrontés. Alors ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours que je refuse d'en célébrer, que je fais des signalements et que je reçois 8 jours après une obligation, sous peine d'être condamné moi-même, du procureur de devoir le célébrer. Voilà. Aujourd'hui, la réalité de l'état de notre pays, c'est ça. Pour ça que je demande aussi que, on parle des responsabilités du maire, y compris dans d'autres domaines. Le président de la République avait dit en juin 2018, ou en juillet 2018, je serais assez favorable à ce que nous donnions aux maires l'information lorsqu'il y a des fichiers S qui résident sur le territoire de leur commune. J'attends toujours. Je demande à pouvoir disposer, de la part du préfet, des fichiers S qui sont résidents sur le territoire de ma commune. Je souhaite savoir à qui est délivré sur le territoire de ma commune une obligation de quitter le territoire national pour avoir un suivi et savoir si oui ou non on va lui faire quitter le territoire national, sachant qu'aujourd'hui, 95% des déboutés du droit d'asile restent chez nous et ne quittent pas le territoire national. Je souhaite savoir, quand on accorde un droit d'asile et qu'une infraction lourde est commise par celui à qui a été accordé un droit d'asile, quand il est sur le territoire de ma commune, je veux avoir l'information. Je dis que le devoir aujourd'hui, si on veut faire progresser les choses, dans la relation de confiance entre l'État et le maire, aussi dans ces domaines qui touchent malgré tout à la sécurité publique, eh bien, c'est que l'on prospère sur ces droits qui doivent être accordés au maire. C'est sans doute pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, ça fait partie de ma part de vérité et de ce que je réclame. Je vous en prie. Oui. Oui, juste un mot sur radicalisé, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé? Un radicalisé, c'est une personne qui met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Le fait, par exemple, de refuser de serrer la main d'une femme ou de refuser d'être placé sous l'autorité d'une femme fait de vous un radicalisé. Et à partir de ce moment-là, ce que nous avons, nous, décidé à la région, c'est que nous enclenchons des procédures disciplinaires, voire de licenciement. Une autre chose pour répondre à votre interrogation, nous faisons systématiquement signer une charte de la laïcité pour toutes les associations que la région soutient. S'il n'y a pas de signature de la charte, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide. Moi, je pense que nous devons être extrêmement fermes sur ces principes. La République ne peut pas reculer, sinon le vivre ensemble deviendra de plus en plus compliqué. Merci beaucoup. Alors, le temps se rétrécit. Est-ce qu'il y a encore une question? Tac, tac, non. Hélène Geoffroy, je vous donne la parole pour quelques secondes. Oui, c'était... Et je vous en prie. C'était pour bondir sur le débat dans lequel nous sommes engagés, qui est un débat qui concerne évidemment les maires sur les questions de la radicalisation, parce que je rappelle que dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance,
l'État a demandé depuis quelques années maintenant que soit rajouté un volet prévention de la radicalisation. Et à ce titre-là, nous sommes effectivement concernés. Et c'est là où je voudrais, comment dirais-je, redire aussi, pour le coup, mon point de vue. On est en prévention de ces questions de radicalisation, donc on a travaillé sur de la formation et de l'éducation, sur les questions, effectivement, de valeurs de la République, principe de laïcité. Nous, à la ville de Vaux-en-Velin, nous sommes engagés dans un plan, nous avons créé un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination, qui fait aujourd'hui écho dans plusieurs villes. Et on a lancé des plans de formation systématique de l'ensemble du personnel municipal, y compris au principe de laïcité, parce que contrairement à ce que chacun pouvait penser a priori, on s'est quand même tous rendu compte que la définition de la laïcité restait encore très floue de la plupart de nos concitoyens, qu'il est important d'en préciser les contours. Et qu'on a un certain nombre de sujets qu'on peut traiter de formation et de prévention. Ensuite, on a un travail à faire. Moi, je ne suis pas dans un travail de renseignement territorial non plus en tant que maire. En revanche, être dans un lien d'information le plus étroit possible avec la préfecture, c'est des choses qui se font. Alors, je vois que ça se fait pas forcément partout, mais ça se fait aussi, ça peut se faire aussi, c'est-à-dire pouvoir avoir un suivi, connaître des situations, en être informé. Moi, je trouve que sur le fil du mandat, les choses se sont améliorées en termes d'information parce que les services de l'État se sont aussi rendus compte qu'on avait un rôle d'alerte et une capacité à suivre, parce que je rappelle qu'une partie des familles qui sont parfois signalées reviennent directement dans un suivi chez les maires parce qu'on considère qu'elles ne relèvent pas de la radicalisation au sens terroriste, enfin radicalisation, mais simplement dérive, et que du coup on se retrouve aussi premier plan. Donc on a besoin, et là je rejoins mes collègues, d'un travail plus étroit sur ce sujet-là, de meilleures informations avec des services de l'État, mais elles existent. En revanche, et c'est là où Christian Estrosi demandait des compétences supplémentaires sur plus de sujets, je ne suis pas sûre que ça nous soit utile. Autant être informé, connaître les situations des familles, oui, ça je le partage, et savoir ce qui se passe sur la commune, c'est important. Est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au stade de savoir chaque retour Enfin, on est sur d'autres sujets, parce que c'est parti jusqu'à les questions de personnes en situation irrégulière, etc. On est sur d'autres sujets, me semble-t-il, qui ne relèvent pas pour le coup cela de la radicalisation. Donc ça veut dire qu'on a peut-être encore un débat devant nous. Et puis peut-être, dernier point, puisqu'on a parlé de la question des mariages. Dans une ville, on en célèbre beaucoup et on fait des alertes. Je tiens à le dire, comme l'ensemble des maires, il y a des alertes qui sont faites, dont certaines sont quand même peuvent être suivies des faits. Mais je ne voudrais pas donner l'impression, parce qu'en entendant Christian Estrosi, en entendant quasiment tous les jours, je me disais qu'on était dans des proportions très élevées. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est que je pense que le nombre de nos signalements a augmenté dans toutes les collectivités locales, parce qu'on n'est pas simplement sur des questions... c'est pour essayer de séparer les débats. On n'est pas que sur des questions en réalité simplement qui seraient de radicalisation liées à ces questions de mariage. C'est un des sujets de celles et ceux qui veulent partir. Mais on est sur des questions aussi de trafic, des questions sur des papiers. Enfin, on est sur plein de sujets. Et je voulais qu'on les série un petit peu parce qu'ils sont, me semble-t-il, pas malgré tout de même nature. Et qu'effectivement, nous sommes de ce fait-là très vigilants sur ces questions-là, tout en essayant quand même de faire en sorte que les gens qui veulent se marier de bonne foi puissent le faire aussi. Je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on ne le permet pas non plus. Merci beaucoup. Dernière séquence de notre rendez-vous. J'accueille Benoît Trevisani. Vous êtes monsieur directeur adjoint de la protection et de la sécurité de l'État au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et vous êtes accompagné du lieutenant-colonel Sébastien Bautron. Alors, il vous faut un micro, mais vous allez l'avoir. Pour faire face ensemble, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a récemment lancé une plateforme de sensibilisation Vigipirate. Alors, je vous laisse évidemment le soin d'en parler, de la présenter. Bien, merci beaucoup de m'accueillir ici. Après ce débat, je vais essayer d'être... Comme il m'appartient de conclure, je vais essayer d'être bref, rapide et concis. Donc dans le débat, on a vu qu'on a parlé de formation, monsieur le maire de Vignard, on a aussi parlé de radicalisation, un peu de terrorisme. Donc moi, je vais vous faire un focus sur ce point en vous présentant un outil de formation
à destination de tous vos administrés, nos concitoyens, mais aussi particulièrement à destination des élus locaux pour lutter et prévenir le terrorisme. Alors pourquoi nous avons décidé au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale de lancer cette plateforme numérique? C'est d'abord dans le cadre du nouveau plan d'action contre le terrorisme qui a été présenté en juillet dernier par le Premier ministre, mais c'est aussi dans le cas de la menace terroriste qui est toujours présente et qui est inscrite durablement dans notre société. Je ne vais pas rappeler les principaux attentats qui ont touché la France depuis 2015, mais ce qui est important de constater aussi, c'est que ces attentats, ils touchent l'ensemble du territoire. On a tous en mémoire les grands attentats, le terrible attentat qui a eu lieu le 14 juillet 2016 à Nice, nous l'avons tous en mémoire. Mais on peut aussi se souvenir qu'avant le 14 juillet 2016, en juin 2016, à Magnanville, dans les Yvelines, dans une petite commune, il y a 2 policiers qui ont été lâchement assassinés chez eux. Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray, un prêtre a été assassiné dans son église. Et puis plus près de nous, en mars 2018, dans la petite ville de Trèbes, un attentat, plusieurs morts, 4 morts sur un périple d'un terroriste qui était issu de la région. Donc on voit que cette menace est durablement inscrite. Et ce que nous voulions, dans le cadre de ce plan d'action contre le terrorisme, c'est bien développer une culture commune de la sécurité au sein de notre société contre cette menace durable et présente. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas partis de rien. C'était une réflexion qui s'est étalée sur plusieurs mois et qui a capitalisé sur les outils existants. Vous connaissez tous le plan public Vigipirate. Régulièrement, nous l'entendons dans les médias. Il y a des postures qui sont actualisées. Nous sommes actuellement au niveau 2 de sécurité renforcée, risque attentat. Et nous sommes passés au risque urgence attentat en décembre dernier, pendant 3 jours, suite à l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Donc vous voyez, le terme Vigipirate est un terme maintenant qui est bien ancré dans les esprits. Mais nous avons voulu développer cette plateforme pour pouvoir donner des précisions à l'ensemble de nos concitoyens. Donc nous sommes partis de tout ce qui existait, mais nous avons voulu faire quelque chose de plus moderne, donc un support numérique, facilement accessible et pédagogique. Donc d'abord, c'est un outil d'apprentissage moderne qui est facilement diffusable par Internet. Pour peu que l'ensemble des communes, bien sûr, soient reliées à Internet, mais monsieur le maire de Nice, vous l'avez dit, et monsieur la métropole de Nice agit dans ce sens, notamment dans ce cas particulier, avec des supports écrits et visuels interactifs. Et puis avec des vidéos de grands témoins. Et sur la photo, on peut voir qu'un de nos grands témoins, c'est le maire de Trèbes, monsieur Éric Ménassi, qui a, lui, connu ce terrible attentat également en mars 2018. Donc c'est quelque chose que nous avons voulu de très interactif, très moderne et très facilement utilisable. Le public concerné, il est très vaste. Ça va du grand public à partir de 15 ans, mais aussi nous avons voulu faire des focus sur certaines catégories, donc notamment les professionnels, tous ceux qui sont en charge d'établissements recevant du public ou qui veulent organiser des événements, et puis bien sûr les élus locaux. Et il faut savoir que cette plateforme, elle a été développée en lien avec l'AMF, puisque nous avons travaillé sur ce module particulier à destination des élus locaux directement avec l'Association des maires de France. Donc 3 modules, 2 modules qui sont accessibles à l'ensemble de vos administrés, et puis un module plus précis qui est réservé aux organisateurs de grands événements, aux élus locaux et aux responsables d'établissements recevant du public. Donc ces modules, ils se divisent en plusieurs unités. D'abord, un premier module très général où on est là pour comprendre la menace terroriste, ses principales caractéristiques, les modes opératoires, les cibles potentielles. Ensuite, une seconde unité qui présente le plan Vigipirate avec son fonctionnement. Et puis sa mise en œuvre opérationnelle au travers les préfets qui vous répercutent régulièrement, au moins 2 fois par an, dans un cas normal, hors cas exceptionnel, les mises à jour du plan Vigipirate. Ensuite, le module 2, c'est bien se préparer en tant que citoyen pour prévenir un acte terroriste, et comment agir en tant que citoyen pour prévenir un acte terroriste, comment réagir, avoir de bons comportements, et comment gérer l'après-attentat.
En effet, c'est important. Nombre de nos citoyens nous posent régulièrement des questions à SGDSN. Et c'est pour ça également, dans les différentes interventions que nous pouvons faire au sein du SGDSN, dans les différentes questions que nous recevons, que nous avons décidé de développer ce second module. Et enfin, le troisième module qui vous intéresse plus particulièrement, puisqu'il n'est accessible qu'à ces trois catégories, responsables d'établissements recevant du public, organisateurs de grands événements et élus locaux, donc qui permet de diffuser des recommandations à l'ensemble de ces catégories et de sensibiliser. Alors vous avez parlé tout à l'heure de formation, de sensibilisation, de lutte contre la radicalisation. Ce module qui est très interactif, justement, il permet bien à l'ensemble des élus que vous êtes, des maires, ou adjoints au conseil municipal, eh bien de savoir comment définir les vulnérabilités de vos communes. Alors bien sûr, les vulnérabilités d'une commune, elles varient en fonction de sa taille, en fonction de sa situation, en fonction de son historique, en fonction de sa population. On est sur un vraiment territoire, là, une approche très généraliste. Cela permet aussi de vous sensibiliser à comment vous organisez en interne. Voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma commune. Ça le permet aussi d'informer vos personnels, d'informer et de former vos personnels municipaux, y compris bien sûr les polices municipales. Et puis aussi, ça permet de vous donner quelques éléments, on en a parlé, pour prévenir la radicalisation. Et ce qui est important, on l'a vu encore récemment dans le dernier attentat qui a touché le cœur de Paris et le cœur de la préfecture de police. Donc ces modules, bien sûr, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site. Vous avez l'adresse en haut de la slide, vigipirate.gouv.fr, et de se connecter. Nous avons lancé cette plateforme le 20 septembre dernier. Aujourd'hui, presque 2 mois après, nous sommes à 11 000 inscrits, ce qui est déjà vraiment un bon niveau, sachant qu'en plus cette plateforme de sensibilisation permet d'obtenir une attestation de formation à cette prévention, à cette lutte, à cette connaissance du plan Vigipirate. Et aujourd'hui, sur les 11 000 inscrits qui ont rejoint la plateforme, près de 10% ont suivi la formation de bout en bout et ont eu cette attestation. Donc c'est important d'avoir cet outil à votre disposition, puisque on l'a vu dans les échanges qui ont eu lieu tout au long de cette matinée, le rôle du maire est central en matière de sécurité et en matière de gestion de crise, en élargissant. Donc c'est bien cette complémentarité. Si la lutte contre le terrorisme, bien entendu, c'est une responsabilité de l'État, elle doit se faire comme toute lutte contre une forme de délinquance, dans le domaine de la sécurité, elle doit se faire en lien avec le premier responsable de la sécurité et le premier responsable de la gestion de crise dans le territoire, c'est bien le maire. Donc voilà, nous avons fait ça vraiment en parfaite coordination à l'AMF. L'AMF nous a aimablement invités aujourd'hui pour conclure ce forum, pour vous présenter cette plateforme de sensibilisation. Nous l'avons aussi déjà présenté à l'Assemblée des départements de France. Nous l'avons aussi présenté auprès de gros opérateurs tels EDF qui sont des relais dans vos différentes communes. Elle est en libre accès, donc je ne peux que vous inviter à sensibiliser et à inviter vos administrés, vos personnels, vos policiers municipaux à rejoindre, à suivre cette formation, à obtenir l'attestation. C'est un premier pas. C'est une première sensibilisation, une première formation, mais qui permettra peut-être dans de prochains événements qui pourraient survenir, de savoir comment réagir face à ces attaques qui nous touchent maintenant au cœur de notre nation depuis maintenant bientôt 10 ans et qui, hélas, sont récurrentes puisque la menace reste toujours présente aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bien sûr, le SGDSN est à disposition et disponible sur le site, si vous allez sur cette plateforme de sensibilisation, vous avez une adresse, vous pouvez nous contacter. Plusieurs maires l'ont déjà fait et nous pourrons vous préciser où vous orienter. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Cela conclut notre rendez-vous. Merci, mesdames et messieurs les intervenants. Merci à vous, mesdames et messieurs les élus venus de métropole et d'outre-mer, peut-être de Polynésie. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi.